coup, C'est il y bon. aura le son. C'est bon, c'est parti. Est-ce que toi tu viens aussi du coup? Enfin, j'y vais. Et là, il y avait combien d'inscrits à peu près? 27, je crois. Ouais. Oui, tu l'as là, je crois que si tu vas dessus, là, en direct, je pense. Ouais, c'est bon. Il y a un décalage, c'est marrant. Ok, ouais, c'est bon. Donc il y a une personne de connectée, visiblement. Là, ça commence à arriver. Ouais. Il faudrait une espèce de petite musique d'accueil entre-temps. Comme dans les salles d'attente, hein, dans les supermarchés. Comme t'appelles Pôle emploi ou la sécurité sociale. Ah, voilà. Bonjour, bonjour. Pour tout vous dire, on attendait, il y avait le petit 1 dans la caméra, mais maintenant il y a un 6 et puis c'est en train d'augmenter. Et comme tout démarrage, on attend toujours, un peu comme dans un couloir, voilà, avant d'arriver dans le cinéma. Enfin, je parle de choses qu'on n'a pas le droit de faire aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je choisis ce genre d'exemple. Les filles, c'est bon? Ouais, un peu plus de monde. Allez, on vous laisse vous installer. On voit que ça se connecte. 6-7 personnes, ça commence à augmenter. J'attends juste un tout petit peu, voilà, même à peine 30-40 secondes, les filles. Rien de très très long. Donc on est à Bordeaux, dans mon atelier, rue Pelleport. Bienvenue, venez vous installer, vous dans vos cuisines. Pour celles qui vont cuisiner, on a envoyé les recettes avant. On va revenir sur tout ça tranquillement. Oula. Oups là. Va falloir le surveiller lui. Hein. Allez, ben vous dites. Allez, c'est parti. Bonjour, c'est Chef Jésus, 15h, 15h01, 15h02, 15h03. Voilà, on était en train d'attendre les filles que tout le monde vienne s'installer pour que vous puissiez nous rejoindre tranquillement. Voilà, ben bienvenue à nouveau pour ce nouveau rendez-vous de cuisine. Plein de remerciements à vous faire passer. Merci pour votre fidélité. Merci pour le nombre de personnes que vous êtes à chaque session de venir nous voir. Voilà, on n'atteint pas des chiffres, enfin voilà, c'est pas des dizaines, des centaines, des milliers, mais c'est pas le but. Au contraire, comme je vous le dis tout le temps, on n'a pas de... Voilà, quelques petits soucis d'image. Voilà. Enfin, le tenir. Pas d'obligation de résultat dans cette aventure, bien au contraire. On est là aujourd'hui puisque, avec l'Institut Bergonié, cet atelier qui s'appelle Qu'est-ce qui se mijote, qu'on a initié il y a déjà plus de 7 ans, qu'on avait l'habitude de faire ici. Vous avez été nombreuses et nombreux à venir ici à l'atelier rue Pelleport avec moi pour faire un cours de cuisine. Et aujourd'hui, bien évidemment, on le fait avec ce petit mot qui est passé dans notre vocabulaire courant, on le fait en distanciel et non en présentiel. Voilà. Je vais présenter les équipes qui sont là, je vais présenter un petit peu à nouveau le contexte et puis on va vite rentrer dans la recette. Alors, derrière la caméra, il y a Louise. Louise, elle est en stage à l'école Vatel, l'école hôtelière Vatel. Voilà, ça fait plusieurs fois qu'elle nous accompagne pour filmer. À ma droite, il y a Johanna, qui travaille donc à l'Institut Bergonié, au service de la communication, c'est ça, Johanna, voilà. Du coup, qui est derrière l'écran et qui va répondre à vos questions, qui va aussi faire l'interface avec moi pour que je ne sois pas obligé de regarder un écran et que je puisse être complètement avec vous. Donc quand vous entendrez des petites voix, ça sera soit Johanna à ma droite, soit Louise qui me fera des petits signes. Et puis on a un petit commis de cuisine, enfin un grand commis de cuisine, qui est Nathalie, qui est à ma gauche. On peut tourner les caméras en même temps, hein, non? Si, voilà, je sais pas, vous voulez pas apparaître à l'écran? Ouais, un peu de timidité. Pourquoi pas? Comme vous voulez, si vous voulez pas vous montrer, vous montrez pas. Si, ouais, pas de problème. Nathalie, donc qui du coup va faire les petites mains et va m'accompagner sur toute la partie, toutes les petites choses à mettre au four et accompagner. Voilà, alors du coup, je termine avec les remerciements avec notre sponsor qui est la société Pomona. Pomona, il distribue des denrées et plein d'autres choses, plein de matériel à ce qu'on appelle le monde du CHR, les collectivités hôtellerie et restauration. Et je tiens à les saluer particulièrement dans le contexte actuel puisque
vous imaginez bien qu'avec la fermeture des restaurants, et bien ces entreprises, qui sont aussi le cœur des fournitures pour beaucoup de gens de la profession, eh bien, sont aussi un petit peu à l'arrêt. Alors néanmoins, les écoles sont ouvertes et d'autres structures administratives sont ouvertes, donc ils continuent de travailler, mais je leur adresse voilà, toute ma sympathie et tous mes encouragements parce que je sais que la situation est plus que compliquée. Voilà, donc cette société Pomona nous accompagne maintenant depuis 4 ans en faisant une dotation, donc c'est de l'argent, ce sont des euros, qui servent à payer toutes les personnes qui sont derrière cette structure pour pouvoir être là avec vous aujourd'hui. Voilà, donc je le souligne puisque c'est un cours qui est offert, alors aujourd'hui en ligne et qui d'habitude vous est offert par l'Institut Bergonié quand vous arrivez jusqu'à chez moi. J'aime à le dire parce que souvent les gens disent oui, chez Chef Jésus, c'est des cours gratuits. Alors ils sont gratuits parce qu'on le permet et parce que derrière il y a des gens qui nous permettent cette gratuité. Voilà, donc je voulais les en remercier et merci à vous pour votre fidélité. Alors on démarre, on va parler un petit peu des recettes et Louise va balayer. Vous savez, je vous fais toujours un super plateau, il y a plein de choses. Alors de la vitamine et du orange avec le potiron qui est plus qu'un légume de saison. Aujourd'hui, les carottes, là on est sur des carottes dites des sables, voilà, je ne sais pas si voilà, Louis suit en même temps. Ce potage, on va le travailler avec du jus d'orange. Moi, je l'ai pressé avant le cours, mais les filles, on aura besoin d'un petit jus d'orange pressé, donc si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez en profiter pour presser votre orange pendant que je fais la présentation des différentes denrées. Évidemment, du beurre, il y aura un petit peu d'huile d'olive pour faire revenir tout ça. Du pain d'épices, vous allez vous demander ce que ça fait là, eh bien c'est pour faire une petite chapelure. Avec des Saint-Jacques, je commence à introduire tout doucement des produits festifs. Pourquoi j'introduis la Saint-Jacques? Parce que ça fait déjà 15 jours, 3 semaines que la saison a commencé. C'est-à-dire quand on parle de la saison de la Saint-Jacques, c'est qu'on a le droit de les pêcher. Cocorico pour la France, qui est le seul pays au monde à réglementer la pêche de la Saint-Jacques. Dans le reste du monde, on s'en fiche un petit peu, on les pêche quand on veut. En tout cas, en France, les fonds, les réserves se sont reconstituées. Ça permet deux choses, évidemment, à cette faune sous-marine de continuer d'exister et d'avoir la variété. Ça nous permet aussi directement d'influencer notre porte-monnaie parce que du coup, les coûts de la Saint-Jacques baissent. La Saint-Jacques est beaucoup moins chère parce qu'il y en a à profusion. Voilà, donc vous voyez finalement cet effort qui a été fait de réglementer la pêche, finalement, il arrange tout le monde. Alors aujourd'hui, moi je suis descendu ici dans une enseigne que j'aime beaucoup qui s'appelle Vents et Marais, qui est Barrière de Bègle, pour ceux qui connaissent, qui est sur les boulevards à Bordeaux. J'ai payé 10 € les 2 kilos de coquilles. Donc là, je parle de Saint-Jacques en coquille. Hein. C'est pour ça que c'est 10 €, donc on est à 5 € le kilo. 2 kilos de Saint-Jacques, ça représente à peu près 9 à 10 coquilles. Voilà, en fonction du poids de la coquille. On va apprendre à la décoquiller ensemble. Bien évidemment, la coquille Saint-Jacques décoquillée, on va être facilement à 35, 40, 45 le kilo, puisque du coup, vous n'achetez pas les coquilles, mais ça coûte quand même moins cher en coquille. On fera une petite chapelure de pain d'épices. Et puis, je me tape sur les doigts. Ouais, pas besoin de me taper sur les doigts. Vous avez vu qu'il y avait une coquille dans la recette où à un moment, je dis qu'il faut mettre un petit bouillon cube. Et vous avez dû vous dire, le chef est tombé sur la tête. Alors, j'ai pas l'habitude de raconter des âneries et je suis assez droit dans mes baskets par rapport à ce que je dis dans mes cours, ou je dis dans les médias, ou que je dis sur Internet. Je vous ai dit quand je vous parle des bouillons cubes qu'effectivement aujourd'hui je ne les utilise plus. Vous m'avez souvent entendu dire que pendant très longtemps j'ai utilisé des cubes, hein, j'ai utilisé des poudres aussi parce qu'il y a une période où on se posait un peu moins de questions. Alors aujourd'hui mon bouillon cube il est là, hein, c'est le persil et les petites tiges de persil et puis le céleri branche. Pourquoi vous avez cette erreur sur la fiche technique? Et bien simplement que j'ai repris une recette que je n'avais pas fait depuis plusieurs années et qui à l'époque était écrite pour la façon dont je travaillais à l'époque. Donc il faudra rectifier effectivement ce petit bouillon cube. Vous êtes prié, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire, mais en tout cas, je vous incite à le faire disparaître. Et je vous invite à regarder, tant que j'y suis, sur un site qui s'appelle C'est si bon, d'une nutritionniste bordelaise que je reçois souvent dans mon émission à France Bleu Gironde et qui, justement, fait une petite vidéo sur les bouillons cubes et qui vous explique les présences de sel, de sucre, enfin, toutes les petites choses sympas qu'il y a à l'intérieur et qui effectivement vous incite à aller plus sur des bouillons végétaux à faire vous-même, sachant que c'est absolument pas compliqué. Voilà pour la première recette, première heure de cuisson et on l'adressera ensemble. Et puis ensuite, deuxième recette, change de plateau, on va faire un tableau de légumes rôtis
Quand je vous dis que c'est un tableau, c'est un vrai tableau. On va mettre ça sur la lèche frite du four. On va mettre tous les morceaux. Une recette que j'ai découverte il y a quelques années par le biais d'un autre chef. Et vous allez voir qu'on redécouvre vraiment le goût des légumes. On a l'impression qu'on mange une carotte ou un oignon ou un poireau pour la première fois avec cette recette-là. Parce que c'est vraiment une cuisson qui respecte au maximum chacun des légumes. Alors carotte, topinambour, rutabaga, navet boule d'or, céleri branche, céleri boule, ail rose, on reviendra, ou ail violet, vous l'appelez comme vous voulez, on reviendra dessus. Le filet mignon qui n'est pas sorti, je vous apprendrai à le nettoyer, à l'éplucher comme on dit. Dans certaines régions, on dit éplucher la viande. Voilà, d'habitude c'est des carottes, mais on nettoiera la viande avec un couteau fin. Et puis on fera des petits médaillons avec une sauce à la tomate séchée. Encore une fois, des choses simples, mais l'idée c'est de vous véhiculer aussi plein de petites astuces de cuisson et autres. Je me lave les mains et on démarre. Alors, vous êtes entre 10 et 15 personnes, c'est ça, je crois, actuellement à nous suivre. Moi, j'ai des questions à vous poser. Alors, je dis souvent les filles, donc s'il y a des garçons dans l'assistance, vous manifestez, parce que pendant 2 heures, j'arrête pas de dire les filles, mais parce que bien souvent, dans ces cours-là, j'ai beaucoup plus de filles que de garçons. Mais s'il y a des gars, vous manifestez pour que j'arrête de dire les filles tout le temps. Et puis, je voudrais savoir si... Est-ce que vous pouvez vous manifester auprès de Johanna en écrivant, parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y avait que moi qui avait le droit de parler dans cette histoire, pour dire si vous êtes en train de cuisiner avec moi. Pourquoi je vous pose la question, c'est que si vous cuisinez avec moi, je vais avoir aussi une petite attention envers vous pour voir si vous me suivez et si vous n'êtes pas en train de me courir après. Voilà. Donc Johanna me dira à ce moment-là s'il y a des gens qui cuisinent en même temps que moi. On va démarrer avec la première recette, rien de compliqué. Et en préparant ce cours, je me suis dit, tiens, encore un potage, mais voilà, je ne me refais pas au niveau du végétal. C'est vrai que j'ai beaucoup l'habitude de cuisiner les légumes. Alors, ici, on est sur des carottes. Rien de compliqué, on va mettre un petit peu de matière grasse à démarrer. Donc ici, je choisis du beurre, j'allume mon feu, et vous savez que je vous incite toujours à allumer le feu de façon plutôt douce, hein, c'est-à-dire... je vous donne souvent l'alternative, la petite image de la voiture. Quand je vous dis que vous ne démarrez pas en 5e, c'est la même chose dans les cuissons. Voilà, donc je me mets à 2 sur une plaque pour vous donner une idée. Moi, mon induction va de 1 à 9, ce qui est souvent le cas des plaques à induction. Donc voilà, et si vous êtes sur du gaz, vous mettez le gaz au minimum. Le but ici, c'est de faire fondre le beurre et l'huile pour le mélanger après. Et pour protéger mon beurre, hein, c'est quelque chose dont je vous parle aussi assez souvent, du fait d'avoir mélangé les 2 corps gras permet, je reviens dessus pour s'il y en a des nouvelles qui nous rejoignent, hein. Le beurre est une matière grasse extrêmement fragile, alors que l'huile d'olive est une matière grasse qui tient beaucoup plus la route, c'est ce qu'on appelle le point de fumée, et le beurre a un point de fumée qui est beaucoup plus bas, donc va brûler beaucoup plus vite. Le fait de le laisser fondre et de bien le mélanger, on va voir tout à l'heure, hein, Louise refera une petite plongée dans la casserole au moment où tout sera fondu, eh bien on a un corps gras qui va tenir un petit peu mieux la route. On le verra tout à l'heure sur les Saint-Jacques, hein, vous verrez, on peut vérifier ça vraiment en temps réel. On commence par donc éplucher quelques carottes. Là aussi, regardez, je n'utilise pas ma planche à découper, puisque... Je fais du bruit. L'idée est toujours la même, c'est de faire en sorte que sur la planche à découper, j'y fasse des choses propres. Voilà, donc là, tant que mes légumes ne sont pas ni épluchés ni lavés, je vais tout simplement les garder dans des récipients différents. Voilà, donc est-ce qu'on a une réponse, Johanna, sur ceux qui cuisinent peut-être avec nous? Non, pour l'instant, pas de réponse. Par contre, certains participants qui vous passent le bonjour. Ah! Très bien, eh ben, merci pour votre bonjour. On sait qui c'est, non? Ils se sont signalés, non? Ou il y a des prénoms? Oui, on a Sophie et Maryse notamment. Bon, bonjour Sophie, bonjour Maryse. Ça fait très bizarre hein, de vous être là, mais sans être là. Enfin voilà, c'est une relation un petit peu différente. Mais je vous le redis et je le dis à chaque fin de cours, ce sont 2 heures qui sont... assez éprouvante parce que, enfin je vais pas me plaindre, hein, mais j'adore ce qu'on fait ensemble, parce que je suis un petit peu tout seul avec vous et donc il faut enchaîner, mais c'est un vrai plaisir à chaque fois de vous retrouver, voilà, et puis de vous faire partager tout mon amour de la cuisine. Alors on va, pour la carotte j'en fais une de plus et puis on aura fini.
Vous voyez que j'arrive à éplucher le dessus. Je vous parle souvent de ce petit joujou là qui s'appelle l'épluche Pauphine. Je cite la marque parce que c'est un des meilleurs. Il y en a d'autres qui ont essayé d'imiter, mais là on est chez Mastrad et on est à 6,50 €. Hein, on est vraiment sur des trucs pas chers du tout. Parce que regardez, ça fait pas la carotte, elle fait pas le pli avec cette histoire-là. Voilà. Et ça pèle extrêmement bien. Si vous regardez de près, ça laisse comme des petites stries en fait. Voilà. Alors là, on s'en fiche, mais si après je décidais par exemple de faire des tagliatelles, eh bien j'ai des tagliatelles qui sont comme ça, légèrement striées, qui sont toutes rigolotes. Voilà. Ici, je vais juste laver mes carottes. Je vous abandonne 2 minutes. Vous voyez, rien de compliqué non plus pour laver. Un petit coup d'eau, on rince. Je vais pouvoir enfin les mettre sur ma planche à découper. Je vais les couper, c'est ce qu'on appelle là une taille dite paysanne, c'est-à-dire une taille plus ou moins grossière. Hein, c'est-à-dire là, on n'est pas du tout dans la recherche de vouloir donner une forme quelconque à notre légume. Vous avez vu que là aussi, je me sers de ma planche à découper. Essayez toujours de... Vous voyez, je fais un petit mouvement de bascule. Ça, je suis très attaché au geste de cuisine. Pas pour que vous soyez le meilleur découpeur du monde ou le plus rapide du monde, parce qu'on s'en fiche, on n'est pas là pour faire des concours de vitesse. C'est juste pour que vous économisiez au maximum et vos muscles et par exemple le bras, l'avant-bras. Je pense souvent à des suites d'opérations ou des interventions chirurgicales où on peut avoir effectivement à un moment une certaine fatigue ou le temps d'une cicatrisation, donc on peut s'aider. Nous en cuisine, on fait attention, alors pas forcément à la suite d'une opération, mais parce qu'on a souvent aussi des tendinites et des choses, des muscles qui se fatiguent à force de les utiliser tous les jours. Hein. Je pense que j'ai bien résumé la définition de la tendinite, hein, une maladie récurrente. Et regardez, si vous faites ça, vous avez besoin de beaucoup plus de force dans votre bras. Encore là, je suis gentil parce qu'on est sur une carotte. Hein. Et il y a autre chose qui m'embête énormément, c'est que vous tapez votre couteau sur la planche à découper et qu'à chaque fois que votre couteau tombe, vous venez abîmer ce qu'on appelle le fil, hein, ou les moutures simplement, parce qu'à force de taper, eh bien vous aplatissez ce fil et votre couteau va couper de moins en moins. Pardon. Alors que si on fait un petit pivot, eh bien ça devient... Même un enfant peut couper une carotte, vous voyez, vous êtes là, vous faites un pivot, vous descendez, il n'y a aucun effort à faire pour ce genre de choses. Alors ça c'était pour la carotte, et je vais demander à Louise, on va aller faire un peu de plongée sous-marine, on va retourner dans la casserole, et je vais vous montrer, j'y ai pas touché volontairement pour vous montrer ce qui se passe en fait. On a le beurre ici, j'appelle ça des petits îlots, comme des petites îles, on a le beurre qui s'est décomposé, et qui nous montre sa partie fragile, c'est ce qu'on appelle le bas beurre. Et puis il y a le beurre clarifié, c'est-à-dire le beurre, l'autre partie du beurre qui est venu se mélanger avec l'huile d'olive. Alors, en général, nous, ce qu'on fait dans les restaurants, c'est qu'on prend des grosses plaquettes de beurre, on prend minimum 500 grammes, 1 kg, on met ça dans une casserole tout seul, sans matière grasse, on attend que ça fonde, et on vient se débarrasser de ce bas beurre pour ne garder que le beurre clair, ce qu'on appelle un beurre clarifié. Et c'est avec ce beurre qu'on travaille, puisqu'on a gardé la partie la plus solide du beurre. Ici, vous imaginez bien qu'en cuisine, je ne vais pas prendre une pipette ou une toute petite cuillère pour aller récupérer, m'amuser à enlever ça. Donc on fait une autre action qui est beaucoup plus simple, c'est-à-dire d'aller mélanger les deux. Et on s'est rendu compte qu'avec un beurre qui est mélangé avec un autre corps gras, eh bien, on a un beurre qui brûle. Alors peut-être pas 10 fois moins vite, mais on a un beurre qui brûle moins vite. Voilà. Alors, quand on parlait de la voiture, eh bien, je peux enfin passer mes vitesses et accélérer. Et je mets toujours ce que j'appelle un petit test, c'est-à-dire que je vais mettre 1 ou 2 éléments de ce que je veux cuire, qui va me servir de test sonore, puisqu'à un moment, quand mon feu va augmenter, eh bien, je vous parle toujours de cette rencontre de l'eau et de l'huile, eh bien, ce fameux psh, voilà, ce fameux bruit qu'on entend, va m'indiquer il va me dire « Hé chef, tu peux mettre le reste des carottes ». Allez, pendant ce temps-là, on va s'occuper d'un truc qui nous casse un petit peu les pieds de temps en temps, et je vais enlever ma planche à découper. C'est les potirons, les potimarrons, les citrouilles, parce que c'est toujours des choses qui sont un petit peu compliquées à découper, et souvent avec lesquelles on se blesse. Voilà, donc là en fait je vais me servir de ma planche à découper, qui va vraiment me servir d'appui. Et puis regardez, ici, voilà, le bruit a commencé à se faire entendre. Je vais mettre les carottes. Alors pourquoi je fais attention? Parce que j'ai de l'eau ici en fait, hein, donc souvent j'avais le réflexe de tout basculer. Si je mets de l'eau dans mon huile,
ça fait pas forcément très bon ménage. Voilà. Donc voilà pour la base de carottes. Et ici, en fait, je vais simplement couper mon potiron en deux. Je vais essayer de ne pas quitter la planche, en fait, hein, simplement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je prends le potiron dans les mains, j'essaye de faire une action du couteau qui aille vers moi, qui fait que ça peut déraper. Voilà, là j'ai mon potiron. Je vais déjà commencer à le nettoyer, c'est-à-dire enlever les parties dont je ne veux pas. Ça se fait à l'aide d'une cuillère, hein, tout simplement, c'est pas très compliqué. S'il y a des jardiniers chez vous, ben ça vous le faites sécher, vous le gardez pour l'année prochaine. Hein. Voilà, regardez, c'est pas très compliqué, hein, ça se fait assez vite. Alors on peut aussi les passer à la poêle, j'ai vu faire ça avec des graines de courge qu'on fait soi-même, qu'on peut faire torréfier, qu'on va saler un tout petit peu, on fait ça dans de l'huile d'olive. Allumez la haute parce que après ça sent dans toute la maison. Ça sent bon mais ça sent, c'est très prégnant comme odeur. Ça se met dans les textiles, donc faire très attention. Et après vous mangez ça comme des pipas, voilà, c'est assez bon pour l'apéritif. Je mélange un tout petit peu ici, voilà, je baisse. On regarde, je vous dis toujours, tant que la vapeur est transparente, tout va bien, c'est de la vapeur. Hein. Si ça devient un peu trop épais, c'est de la fumée, on fait attention. Et maintenant, je vais commencer à découper mon potimarron. Alors, en général, moi j'essaye de le mettre comme ça vers l'extérieur. Vous voyez, et en allant vers le bas, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, vous sollicitez moins votre bras, c'est beaucoup plus facile à découper. Souvent, je vois cette façon-là de découper, c'est-à-dire d'aller vers soi, qui est bien, mais qui est beaucoup plus dangereuse, parce que quand le couteau dérape, c'est vers vos mains hein, qu'il va. Hein. Moi, le premier, je fais attention. Hein. Et là aussi, c'est pareil, au lieu de vouloir baisser comme ça, vous faites comme si vous aviez une petite scie, et vous allez pouvoir découper de cette façon-là. Alors, je vous entends pas, mais je vous entends en fait. Hein. Déjà dire comment ça se fait que le chef il peine le potimarron, alors que partout à la télé on nous dit, et puis Nathalie ça l'a fait rire aussi parce qu'elle a dû se poser la question, partout on nous dit qu'on peut manger la peau du potimarron et qu'on peut faire des soupes sans avoir à découper. Alors moi je fais une cote-part, effectivement on peut la manger la peau du potimarron, elle donne néanmoins un goût assez farineux à la préparation. Donc moi j'ai l'habitude de peler la moitié et de laisser l'autre moitié non pelée. C'est-à-dire que je fais une cote-part, voilà, je vous dis finalement, j'enlève pas tout, mais je ne garde pas tout non plus. Je vais revenir pour vous montrer sur l'épluche peaufine, pour vous montrer aussi son efficacité. J'ai l'impression d'être dans une émission de téléachat, vous voyez, où je fais des démonstrations. Alors j'ai rien à vous vendre par contre, voilà. Sauf vous donner un peu de plaisir. Et regardez comme... l'épluche peaufine, il a vraiment, il prend tout son sens parce que là, le potimarron, il fait pas le pli. Hein, alors qu'avec un économe normal, il tiendrait pas. Voilà. Nathalie qui me sert de petite main aujourd'hui, qui m'assiste, elle rigole parce que je lui en ai offert un et que je pense qu'elle est devenue convaincue de cette petite chose-là. C'est clair. Voilà. Alors, pendant qu'on plaisante, on a épluché les deux. Ici, on a juste un petit coup de nettoyage à faire, bien évidemment. On enlève ça. Je vais en profiter tant que j'y suis pour le découper. Voilà, là, je fais quelque chose, je vous dis de faire tout le contraire de ce que je fais finalement, puisque le mieux, ce serait là aussi de venir le découper de cette façon-là sur la planche à découper. Et évidemment, alors regardez, là aussi, ça c'est important. Hein. Là, quand vous êtes là, c'est un peu compliqué, alors qu'en fait, sur la tranche, ça passe tout seul. Plus vous avez de largeur à découper, plus c'est compliqué. Alors que là, en fait, ça se découpe tout seul. Voilà, donc on les redécoupe encore un tout petit peu. Là, évidemment, ça fait un petit peu de bruit parce que quand ça arrive sur la planche, ça s'entend. Voilà, ça, on va le rincer légèrement. Et là, voilà. Je fais un premier petit sondage. Est-ce que... donc, on a dit qu'il n'y avait personne qui cuisinait avec moi, visiblement. Est-ce qu'il y a des questions, les filles? Donc, il n'y a pas de garçons, parce que du coup, personne ne s'est manifesté non plus. Voilà, donc on est entre filles, comme j'ai l'habitude de dire. Et est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie-là? Ou pour l'instant, ça vous semble plutôt clair? Alors, pour l'instant, pas forcément de questions. On a certaines personnes qui sont là pour la première fois, donc on leur souhaite la bienvenue. Et d'autres qui sont plus fidèles et qui sont là déjà depuis les premiers cours.
et qu'on est heureux de le retrouver encore aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Je crois que oui, c'est le troisième cours qu'on fait ensemble ici. Alors, on m'a posé la question de savoir si ce format était définitif. Bien évidemment, on aura du mal à vous répondre aujourd'hui, hein, quand on vous fait encore des annonces de confinement jusqu'au... Enfin, en tout cas, je parle pour les restaurants, puisque nous, en tant qu'école de cuisine et endroit recevant du public, on est un petit peu dans la même catégorie. Donc évidemment, on aura le souhait de pouvoir se revoir le plus rapidement possible quand on pourra. Néanmoins, on mesure aussi l'impact de ce qu'on fait aujourd'hui en se disant que finalement, on a des patients et des patientes qui sont soignés à Bergonié, qui peuvent nous voir sur le Facebook de l'Institut Bergonié, alors que finalement, avant, vous ne connaissiez pas cette relation qu'on avait avec l'Institut, vous ne connaissiez pas ses cours, donc ça nous permet aussi de couvrir un plus large public. Là encore, je le dis bien et j'insiste, qu'on n'a pas d'obligation de résultat dans cette aventure, et que quand je dis qu'on... la façon dont je vois les choses, c'est que quand je dis qu'on couvre un plus large public, je me dis, oh quelle joie finalement de venir à votre rencontre et de vous amener ce petit moment, cette pause, cette parenthèse. C'est comme ça qu'on a conçu ces moments-là. Voilà. Là aussi donc, voilà, petit coup de rinçage. Après je vais nettoyer ma planche en bois. Et puis on va venir donner un premier petit coup de spatule ici. Vous voyez, j'avais toujours pas remué. L'idée, c'était de faire... alors, là, je parle beaucoup, donc on les a quand même bien caramélisés. Mais voilà, l'idée, c'était de venir donner une petite croûte. Pourquoi? Parce que ce petit côté croûté, ce petit côté venir faire dorer les légumes, vous aviez certainement des mamans ou des grands-mères qui faisaient revenir les légumes. Il y a dans certaines soupes en briques, il y a marqué... légumes mijotés, voilà, ça a été repris aussi par l'agroalimentaire, et l'idée c'est de donner un petit peu plus de goût, voilà. Vous voyez que là encore, je ne touche pas, je laisse mijoter. Allez, pendant que Louise vous montre ce qui se passe dans les casseroles, moi j'en profite pour mettre un petit coup de propre sur la planche à découper, vider ma poubelle et je me retrouve pour la suite et on va commencer à découper, à nettoyer les Saint-Jacques. Alors, ici la seule chose à rajouter c'est un petit peu de sel. Voilà. Pour celles qui sont nouvelles, là aussi une astuce par rapport au sel, parce que souvent on nous fait la remarque, on nous dit oui, vous les cuisiniers professionnels ou cuisinières professionnelles, les chefs ou pas chefs, vous savez saler. Alors, savoir saler, on n'est pas avec, il n'y a pas un mode d'emploi quand on est bébé où il y a un neurone du sel qui nous dit celui-là il est connecté. Le savoir saler, ça s'apprend. Voilà. Moi, je sais saler avec mes méthodes à moi et avec les sels que j'ai l'habitude d'acheter. Pour vous donner un petit exemple, là, je suis sur plus que de la fleur de sel, c'est du gros sel gris. Si demain, j'arrive chez vous et que je vous demande le pot à sel ou la salière et que vous me donnez du sel fin, je vais être l'homme le plus malheureux du monde parce que je ne sais pas saler avec du sel fin. Alors, je pourrais apprendre, je suis un peu têtu, j'ai pas envie parce que le sel fin, je trouve ça... plutôt voilà, c'est pas sexy quoi, ça m'amène pas ce que je veux dans ma cuisine. Là c'est du vrai sel, il y a des oligo-éléments, il n'a pas été lavé. Le sel fin simplement c'est un peu comme le sucre blanc, il a été bien nettoyé, donc je trouve qu'il n'a plus grand chose à raconter. Mais néanmoins le sel fin il a une façon de saler que moi je n'appréhende pas. Alors je sais que les sels que j'achète vont plus ou moins saler, et puis après je vous montre souvent ces petites choses que ça fait pas très très longtemps que je les utilise. J'ai mis du temps d'ailleurs à les utiliser parce que je trouvais ça très gadget. J'avais plein d'amis anglais notamment parce que ça c'est ce qu'on appelle des spoons, donc des petites cuillères à doser. Et en Angleterre ils utilisent tout ça en fait. Et d'ailleurs dans certaines recettes on vous dit une spoon, 2 spoons, il y a les quantités. Alors nous on est un peu malheureux parce qu'on se dit, alors si vous regardez il y a les quantités qui sont marquées dessus. En fait pourquoi j'achète ça? Parce que simplement je sais qu'aujourd'hui quand je fais un potage, eh bien avec 3 petites cuillères comme ça de sel, là j'en avais mis 2, je vais en rajouter une 3e, je suis plutôt bien. Voilà, donc du coup
je vais mettre 1, 2 ou 3 et je vais retenir ce que j'ai mis. Et je sais que plus tard, quand je voudrais cuisiner, eh bien, je sais quelle quantité de sel je vais mettre. Donc quand je vous dis que ça s'apprend, c'est que il vaut mieux en mettre un petit peu. On se fait un petit marqueur là dans son cerveau en se disant tiens, j'ai mis ça. J'avais une élève justement qui était venue me trouver il y a quelques années pour apprendre à saler. Et puis à chaque fois je lui montrais, elle mettait voilà, un peu n'importe comment. Donc je lui ai expliqué que si elle continuait de faire ça, elle apprendrait jamais à saler. Voilà, à un moment il faut retenir ce que vous avez mis et vous dire voilà, ben, moi j'ai l'habitude de mettre une cuillère à café ou une cuillère à soupe. Voilà. Et après vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise dans votre façon de saler. Allez, je remue. L'idée là, on est toujours que sur le potiron et la carotte. Volontairement dans cette recette aujourd'hui, j'ai pas mis d'oignons, j'ai pas mis d'échalotes. J'aurais pu, mais je veux vraiment rester uniquement sur le goût du potiron et de la carotte. Vous avez vu ce qui se passe quand je remue, on a le bruit qui aussitôt diminue. Qu'est-ce qui se passe en fait? Quand vous remuez, il y a deux actions. Hein. Vous remuez tous les éléments, mais vous venez aussi refroidir la préparation. En faisant refroidir la préparation, vous avez l'eau d'évaporation qui redevient de l'eau solide et qui est allée se mettre au fond de la casserole. C'est pour ça qu'il y a moins de bruit parce qu'il y a plus d'eau dans ma préparation. Par contre, vous allez voir comme par magie, si je remonte mon feu, eh bien, je remets à nouveau de l'évaporation et donc l'eau repart en évaporation et comme par magie, vous avez vu, le bruit revient. Et quand il y a du bruit, c'est qu'on est en train de faire mijoter les choses. Voilà. Donc si vous voulez faire mijoter, dorer, croûter vos aliments, il faut forcément que le feu ait une certaine intensité. Il ne faut pas trop remuer. Et il faut aussi qu'il y ait des quantités pas trop importantes dans les casseroles. Alors, on va préparer une partie du bouillon. C'est-à-dire qu'on va faire je vous avais dit de rajouter un bouillon cube, donc ça, vous oubliez. Et on va mettre des éléments qui vont nous faire penser, évidemment, comme si on avait mis un bouillon cube. Donc ces éléments, c'est un petit peu de céleri, sous deux formes. On va prendre juste une feuille de céleri et une petite branche de céleri ici. Et puis on va prendre une ou deux queues de persil. Je ne vais pas utiliser les feuilles de persil puisqu'elles ne serviraient à rien dans cette recette parce qu'elles sont trop fragiles. Voilà, donc ça on va le mettre en attente. Et puis je vais demander à Nathalie de nous mettre le four en marche et on va envoyer nos petites tranches de pain d'épices au four. Alors, au préalable, on va les découper. Donc je vais prendre ici, j'ai préparé un plat à l'avance dans lequel j'ai mis une petite feuille de papier sulfurisé. Non, au milieu, il n'y a pas besoin, c'est la minuterie, il n'y a pas besoin de s'en servir. Alors, deux façons pour faire votre chapelure de pain d'épices. D'ailleurs, faites-en, là j'ai pris que 5 tranches, mais vous pouvez faire une dizaine de tranches en même temps, puisque cette chapelure de pain d'épices, vous pourrez vous en servir pour Noël ou pour les fêtes sans aucun problème. Pourquoi je vous dis d'en faire plusieurs à la fois? Puisque simplement, vu qu'on utilise la chaleur du four, autant faire une grosse quantité à la fois. On va se débarrasser du petit bruit qui m'empêche que vous m'entendiez. Alors, ici, voilà, tout est bien doré. Maintenant, une fois que c'est doré, avant de mettre l'eau de cuisson, je vais mettre la valeur. Là, j'ai 2 jus d'orange, hein, à peu près. Hein, deux belles oranges. Voilà, quand on se débarrasse du bruit, c'est que c'est instantané. Hein, dès qu'on met de l'eau, il n'y a plus de bruit. Ça fait du bien quand même un petit peu. Et là, je vais monter le feu. L'idée, c'est que ce jus d'orange soit à moitié absorbé par les légumes. Je fais souvent cette recette où je mets l'eau, le jus d'orange en même temps. On n'a pas le même goût que quand on met d'abord le jus d'orange, il s'imprègne dans les légumes et après on met l'eau. Je crois qu'on a une question. Oui, on a une question, à savoir, est-ce que ce serait possible pour une prochaine fois de donner la recette du pain d'épices? Faire du pain d'épices? Ouais. Alors, challenge, parce que je suis plutôt cuisinier que pâtissier. Mais Johanna va le noter dans un petit coin. Je vais voir effectivement si on peut... Alors, j'ai une recette c'est pas un vrai pain d'épices, c'est un gâteau de pain d'épices. Je vais voir si je peux vous trouver, soit pour faire ça directement. Sinon, j'ai beaucoup d'amis pâtissiers très sympas. Ça va peut-être l'occasion d'en inviter un, j'allais dire dans l'émission, enfin en tout cas dans le Zoom. Je dis l'émission, mais ça devient une vraie émission cette histoire, hein, finalement. Vous inquiétez pas, je ne me prends pas encore pour Cyril Lignac. Hein, tout va bien. Que je salue parce qu'il fait un boulot formidable aussi à la télé. Mais pain d'épices, pourquoi pas? Je note, on essaiera. Alors, pour l'instant, celui-là, je l'ai acheté sur le marché. Deux façons de le faire. Soit vous mettez vos tranches directement dans le four. L'idée, c'est de les faire un petit peu dessécher pour qu'on puisse ensuite les mixer au robot. Ce que je reproche à cette recette directe, c'est que ça, une fois que c'est au four,
c'est un petit peu mou. Dès que vous le sortez du four, ça devient dur comme de la pierre et qu'après, c'est un petit peu compliqué à couper. Donc, ce que je fais, c'est que j'inverse. Je viens, la découpe que j'aurais dû faire tout à l'heure, je la fais au préalable maintenant. Ce qui fait que ces croûtons de pain d'épices, je n'aurai plus qu'à les mettre directement dans mon robot. La seule différence, c'est que quand vous faites vos croûtons de pain d'épices de cette façon-là, vous allez avoir quelque chose qui est beaucoup plus fragile au four, donc auquel il va falloir faire attention parce que ces croûtons vont brûler plus facilement que si vous aviez laissé les tranches entières. Voilà, donc ici on est sur 3 tranches et cette chapelure qui se garde parfaitement bien. Vous l'aurez compris, on va paner les Saint-Jacques avec et ça va remplacer notre chapelure de pain traditionnelle. Alors d'habitude je fais les recettes une à une. Là en fait on va commencer après sur l'autre recette puisque cette chapelure elle a besoin d'un petit quart d'heure. Pendant ce temps-là je vais vous montrer. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, je donne à Nathalie, ça part au four. On est en chaleur tournante, c'est-à-dire le petit pictogramme, le petit carré qu'il y a autour de votre bouton, il faut qu'il y ait la ligne du haut, la ligne du bas. Et on peut peut-être s'approcher pour montrer le petit pictogramme là-bas sur le four et le petit ventilateur au milieu. Sur la gauche, voilà. Et on est à 180 degrés à peu près. Voilà. Allez, pendant ce temps-là, regardez, on a notre... on peut faire une petite plongée ici, Louise, s'il te plaît. Voilà. On a tout le jus d'orange. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait fait réduire un jus de mandarine pour faire une vinaigrette. Voilà. Pour ceux qui commencent à me connaître ou ceux qui me découvrent, vous verrez que j'ai une addiction particulière, enfin qui est plutôt saine, hein, une addiction particulière aux agrumes. Et que là, pendant toutes les recettes de l'hiver jusqu'au mois de mars, il y aura souvent des agrumes dans ma cuisine. Donc je rappelle ici, on a fait revenir les carottes, le potimarron. Vous pouvez prendre aussi du potiron ou de la citrouille. Et puis on a mis, une fois que c'était bien caramélisé, un peu de sel et on a mis le jus d'orange dedans. On attend que le jus d'orange réduise de moitié. Ensuite on mettra de l'eau pour que évidemment cette préparation puisse finir de cuire. Je vais y rajouter des éléments donc, pour donner un petit goût de bouillon. Donc ici j'ai lavé ma tige de cerfeuil, de céleri pardon, ma branche de céleri. Et ici j'ai les branches, j'ai les feuilles du céleri et j'ai quelques queues de persil. Là aussi, pour les nouveaux, un truc tout bête, amusez-vous à sentir une queue de persil, ça sent rien du tout. Amusez-vous juste à la froisser et là vous allez voir, il y a tous les arômes qui ressortent. Donc en général, avant de mettre mon persil dans ma casserole, je vais simplement le froisser comme ça et du coup je viens le rajouter dedans tel quel. Donc quand vous avez, les filles, quand vous achetez des bouquets de persil, que vous n'utilisez que les feuilles et que vous avez tendance à jeter les queues de persil à la poubelle, eh bien gardez-les, vous les lavez, vous les mettez dans un petit sachet zippé, vous pouvez les mettre au réfrigérateur ou au congélateur ou au fraiseur. Et dans ce cas-là, vous les ressortez quand vous avez besoin pour faire un petit bouillon. Voilà. Alors, ici, ça va faire sa vie. Et puis, je vais sortir donc les coquilles Saint-Jacques pour vous montrer comment décoquiller une petite coquille. Voilà. Voilà. Alors, elles sont belles. Hein. Là, on a une petite moyenne, une grosse. Là, il va nous rester, voilà, juste après, on va mettre ça. Alors, pour la Saint-Jacques, c'est un peu comme une huître. Hein, c'est un petit peu barbare ce que je vais faire. Là en fait, elle est vivante, hein, tant qu'elle n'est pas découpée. Souvent, on me demande, on me dit, est-ce que quand on achète les fruits de mer, est-ce qu'ils sont vivants? Alors, j'ai une double réponse à vous apporter. Oui, ils sont vivants. Et de deux, il vaut mieux qu'ils soient vivants. Parce que s'ils sont morts depuis un petit moment, vous allez juste vous taper une intoxication alimentaire. Donc, effectivement, oui, les huîtres sont encore vivantes. Alors, plus ou moins abasourdies parce qu'elles ont quitté leur élément naturel, mais bon... pour ceux qui en mangent, voilà, ainsi va le monde. Hein. On est carnivore, enfin pour certains. Les moules sont vivantes. Les bulots, quand ils ne sont pas vivants, c'est qu'ils sont cuits. Mais voilà, il vaut mieux, je vous conseille, effectivement, il vaut mieux qu'ils soient vivants. Donc du coup, composer la coquille Saint-Jacques d'une partie un petit peu concave et d'une partie plate.
on va devoir en fait la déchapeauter, c'est-à-dire lui couper la partie haute, puisque la noix de Saint-Jacques elle est prise par le bas et elle est prise par le haut. Donc pour ça on utilise ce qu'on appelle un filet de sol. C'est le seul couteau dans la gamme des couteaux qui est légèrement souple. Filet de sol parce qu'il sert à lever les filets de sol, il sert à lever les filets de saumon, tous les filets. On pourrait prendre quelque chose de plus dur, mais c'est souvent un petit peu... alors on peut le faire, ça marche très bien. Il y a juste que cette lame souple, elle passe plus facilement en dessous de la coquille. Donc là, rien de compliqué, on va passer la coquille au-dessus. Et on va légèrement mettre le couteau, je ne le mets pas droit, parce qu'auquel cas, sinon je vais abîmer ma coquille Saint-Jacques. Donc on le met plutôt vers le haut. Donc tout simplement, regardez, ici, je viens raser la partie haute de la coquille. Et là, au moment où elle ne pouvait pas s'ouvrir, donc du coup, maintenant elle peut s'ouvrir puisque je l'ai enlevé de son chapeau ici. Alors, je ne vais pas vous mentir, hein, d'habitude je fais ça un petit peu mieux. Là, le fait d'aller doucement pour vous expliquer, forcément, c'est toujours pareil. Hein, quand on veut montrer les gestes et quand on est dans sa cuisine, on va souvent un petit peu plus vite. Voilà, ce que je suis d'habitude de faire parce que vous vous dites, si le chef Jésus il décoquille les Saint-Jacques de cette façon-là, je ne l'embauche pas. Voilà, en général, quand j'ai décoquillé une Saint-Jacques, il n'en reste plus sur le... Là, je suis allé très doucement, donc forcément, le geste n'a pas eu la même précision, on va dire. Alors... ça, c'est le côté pas sexy du cours de cuisine. Hein. Voilà. Il y a la Saint-Jacques brute de décoffrage, elle est là. Il y a sa membrane, il y a ce que certains appellent les tripes ou les branchies qui sont autour. Hein. C'est ce qui lui permet de vivre. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la coquille. Alors, il y a plusieurs façons de traiter le problème. On peut soit directement venir enlever ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que là, on va faire le choix de garder la coquille, la noix, dans sa coquille. Donc on va tout simplement avec les mains, j'ai enlevé les branchies ici, ce qu'on appelle les bardes, voilà. Et j'ai enlevé cette petite partie-là qui va tout simplement, je ne sais pas trop si c'est l'estomac, mais en tout cas, voilà, c'est très amer. Donc on fait très attention, il faut l'enlever. Une fois que j'ai enlevé ça... on fait, alors on peut faire un petit nettoyage au couteau. Là je vous montre le plus compliqué, c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de faire un petit peu dans les restaurants gastronomiques, parce qu'on veut vous servir la coquille en fait encore attachée à sa coquille. Voilà, donc ici, désolé, je vous tourne un peu le dos. Voilà, on vient, vous voyez que là elle est encore attachée. C'est pas forcément ce que je vous conseille de faire, mais j'avais envie de vous montrer la méthode aujourd'hui. Et puis là on a une partie du tube digestif ici dont on va se débarrasser, parce que là aussi, ça c'est la poche noire que j'ai enlevée, donc c'est ce qui permet d'aller à la poche noire. Et on va enlever cette partie-là. Voilà, là j'ai ma coquille qui est propre, qui est débarrassée de tout ce qui ne me plaît pas. Et du coup, je vais aller la nettoyer à l'évier. Alors, pour cette prochaine partie, ce qu'on va faire, c'est que on va aller côté évier. Je vais emmener celle-là pour vous montrer quelque chose de beaucoup plus facile. Voilà, on va se mettre ici. Je me lave les mains. Voilà, vous êtes avec moi. Et entre-temps, il y a une petite odeur de pain d'épices qui me dit que là-bas, du côté du four, voilà, il faut qu'il soit mou, mais on est dans encore 2-3 minutes. Voilà, on le laisse mijoter. Alors, l'autre chose à faire sinon, donc regardez, ici ma coquille, donc elle est restée accrochée. Je suis désolé, je n'ai pas fait attention, j'en ai pris une qui était un petit peu abîmée. Et là, effectivement, on vient totalement la nettoyer, c'est-à-dire lui enlever son sable. Voilà, c'est joli, hein, c'est beau une coquille Saint-Jacques. On vient aussi effectivement lui enlever ici si vous avez encore quelques petites bardes. Voilà. J'aime pas gaspiller trop d'eau. On vient ici, voilà, lui enlever cette partie-là. Le danger dans ce nettoyage, c'est qu'à un moment, le corail se détache. Mais ici, on a réussi à le préserver. Voilà. Alors, quel est l'avantage de faire ça? C'est que du coup, vous allez pouvoir mettre une petite préparation autour, mettre un petit peu, par exemple, de crème avec des petits pistils de safran. Vous allez pouvoir les passer au four directement, c'est-à-dire... et vous allez avoir des convives qui vont être un petit peu surpris au moment d'attraper la Saint-Jacques, de se dire que finalement, elle est encore collée à sa coquille. Voilà. Ça peut se faire à la poêle aussi. Hein. On les pose dans une poêle avec de la crème. Sinon, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de venir enlever directement, une fois qu'on a enlevé la coquille du haut, on va l'enlever avec une cuillère tout simplement, en passant dessous. C'est aussi bête que ça, voilà. On passe dessous et on vient enlever complètement
la Saint-Jacques de sa coquille. Alors qu'est-ce qui se passe après? Eh bien tout simplement, ce que j'ai fait tout à l'heure dans ma coquille, je vais le faire ici directement à la main. Ça devient aussi beaucoup plus simple, c'est-à-dire que je vais pouvoir ici venir, on vient pincer la petite barbe qui est ici, voilà, ici, là, et on vient enlever toute la partie ici, le petit cordon, voilà, on tire dessus, et là je me retrouve avec ma Saint-Jacques, donc entière, voilà, que je vais nettoyer. Alors, la problématique de ça, c'est que souvent on a le corail qui vient avec. Est-ce qu'on garde le corail ou pas? Ça c'est un choix, il y a des gens qui détestent. Moi je le mange. En ce moment, il y a juste que, comme on n'est pas en période de reproduction, parce que le corail, en fait, c'est l'appareil de reproduction de la coquille Saint-Jacques. C'est-à-dire que la coquille Saint-Jacques, elle est aussi bien mec que nana, donc elle est hermaphrodite, elle se reproduit toute seule. Donc elle a un appareil génital masculin et féminin. Du coup, en ce moment, comme elle n'est pas en reproduction, bah, ce petit appendice corail, en fait, il n'est pas développé. Voilà l'explication de pourquoi on a plus ou moins de corail par moment. Alors regardez ici, tout simplement, ma petite Saint-Jacques, je la prends, voilà, et je vais la nettoyer, et voilà comment vous avez une coquille, voilà, une noix brute. Ok. Alors ici on a nos 2 noix qu'on va remettre ici. Louise, on va repasser en cuisine. On va revenir donc à notre préparation. Ici j'ai donc mon jus d'orange qui s'est suffisamment absorbé. On va montrer, regardez, il reste quasiment, je ne sais pas si on peut voir avec la vapeur du coup, mais ici, voilà, il reste quasiment plus rien au fond. Donc quand on est là, on peut effectivement rajouter, alors juste à hauteur, hein, puisque il faut savoir que là on n'est pas sur de la pomme de terre, donc la carotte et le potimarron, ça ne génère pas non plus 3 tonnes de fibres. Et je vais vous montrer que là on a en plus un potage qui est quasiment cuit déjà par l'action de la vapeur, pour plusieurs raisons. C'est que, voilà, regardez, ma carotte, ça passe quasiment au travers. Et alors le potimarron, je vous en parle pas, ça cuit, regarde, ça cuit super vite. Voilà. Donc là j'ai juste besoin que mon eau fasse le reste du travail. Et là aussi je vous montre aussi la couleur de l'eau. Forcément entre le jus d'orange, le céleri branche, les queues de persil, tout le côté doré qu'on avait fait, eh bien forcément on a un bouillon naturel, voilà, sans avoir besoin de gros bouillon ou de petits cubes. Maintenant je vais couvrir tout simplement ici et je vais laisser mijoter cette préparation qu'on va venir mixer tout à l'heure. Ça fait 50 minutes, voilà, qu'on est ensemble. J'espère que vous passez un bon moment. On est toujours aussi nombreux. Ouais, on a les mêmes chiffres. Johanna, vous savez, elle fait comme au basket, elle passe avec un petit panneau où elle me met des chiffres en fait pour me dire, chef, voilà, 10-15 personnes, c'est ce que vous êtes depuis le début. Bah, moi, vous savez, ça me fait super chaud au cœur, hein, parce que ça veut dire que vous êtes là, parce que moi je me saoule tout seul, mais je vous saoule pas, donc c'est plutôt bon signe. Alors, ici ça cuit. On a le pain d'épices, donc je vais le récupérer, on va le mixer. Et autre petite chose, puisque à chaque cours je fais un petit oubli, c'est pour ça qu'il y a des fiches recettes. Il faut mettre un petit peu de miel aussi dans cette préparation. C'est le côté un petit peu vitaminé qu'on donne à la recette. Alors, vous voyez, le miel, je l'avais oublié, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez le rajouter après. Et évidemment, faites pas comme moi, vous ne mettez pas la cuillère dedans, je pensais qu'elle allait tenir. Voilà, et nettoyez votre cuillère à l'aide de votre bouillon, voilà. Vous allez voir que rien que le miel, ça donne un super parfum. Voilà. Alors, on va faire changement de plateau, c'est le cas de le dire. Les filles, vous allez me mettre ce plateau là-bas sur l'autre, là-bas. On va mettre ce plateau ici. Louise, tu vas aller faire une petite plongée justement sur le plateau, le temps que moi je nettoie ma planche. Je vais juste faire un petit résumé rapide de la première recette et vous dire ce qu'on va laisser en stand-by. Et s'il y a des questions, les filles, ce sera du coup le moment de les poser. Et on va commencer à aborder notre tableau de légumes rôtis. Ça, c'est vraiment une recette que je vous invite à faire même pour le soir du réveillon. Parce que franchement, ça, enfin, si vous avez envie de briller en société, vous allez pouvoir le faire. Vous allez voir, c'est génial.
il faut être prêt. Alors, on revient sur la recette là, donc on passe à l'autre étape. Donc ici dans cette casserole, on a fait revenir beurre, huile d'olive, les carottes. C'est tout bête. On a mis le potimarron juste après. On a arrosé, on a salé, on a arrosé de 2 jus d'orange, donc ça constituait un beau verre à eau. On a attendu que ce jus d'orange réduise de moitié. Ensuite, on a mis un peu de miel, on a recouvert avec de l'eau et pour l'instant, ça mijote. Pendant ce temps-là, on a ouvert nos Saint-Jacques. Et en général, les Saint-Jacques, pour les conserver, il y a un truc plutôt sympa à faire, c'est simplement petit papier absorbant qu'on va mettre ici et on va tout simplement poser notre Saint-Jacques dessus, ce qui fait que la Saint-Jacques, comme elle lâche un petit peu de jus, elle va pouvoir s'éponger sur le papier absorbant. Ici, bien évidemment, là c'était pour vous montrer, mais je vais du coup, je vais la décoquiller parce que j'en ai besoin pour ma préparation tout à l'heure. Voilà, donc celle-là, elle va finir ici aussi. Et donc on va s'occuper de faire notre chapelure de pain d'épices. Donc je vais récupérer avec la manique, effectivement, ça sera plus confortable. Ici. Alors, pour pas vous y tromper, parce que j'ai fait beaucoup de bêtises avec cette chapelure de pain d'épices à de nombreuses reprises, c'est que tant que vous... et c'est la réflexion que m'a fait Nathalie tout à l'heure quand je lui ai dit de vérifier le pain d'épices au four. Elle m'a dit, mais c'est encore mou. Dites-vous bien que tant qu'il est au four, il reste mou en fait. C'est en refroidissant qu'à nouveau, il va redevenir un petit peu dur. Donc, en fait, si vous le laissez 10-12 minutes au four, vous voyez, voilà, là les morceaux qu'on refroidit commence à devenir beaucoup plus dur. C'est aussi pour ça que je l'ai découpé avant, parce que vous voyez, comme il prend un côté élastique à cause du sucre qu'il a à l'intérieur, mais il est beaucoup plus compliqué à découper. Alors, pour le mixer, il faut le laisser complètement refroidir, auquel cas, tant qu'il n'est pas complètement dur, on va pas pouvoir le broyer. Hein. C'est comme si vous voulez broyer du pain qui est un petit peu trop frais, vous n'y arriverez pas. Donc du coup, je le laisse de côté. Mon potage, on va aussi le laisser de côté. Et comme ça, on va pouvoir commencer l'autre recette. Et on fera la petite panure juste après. Donc là, je vais prendre mes Saint-Jacques que je vais aller mettre au réfrigérateur. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, Nathalie, si tu veux bien, je vais prendre la grande plaque et on va commencer à préparer tout simplement notre tableau. Alors là, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Soit la lèche frite que vous avez l'habitude de mettre au four, petite plaque de papier absorbant par-dessus, soit un joli plat en terre cuite, puisque l'idée de cet assortiment de légumes, c'est de venir de le poser directement sur la table. Alors, on revient sur ce qu'on avait. Je vous ai mis ici des carottes, des topinambours. Et bien, plutôt que de vous faire une liste, on va prendre au fur et à mesure. La carotte, voilà, ici, 2 solutions. Soit on est sur une carotte jaune, donc je vous montre souvent, hein, il y a juste à gratouiller un petit peu et on va la garder telle qu'elle. Soit là, on a une peau un petit peu plus abîmée, donc je vais tout simplement venir l'éplucher. Et alors là, volontairement, je vais laisser tous les petits trucs qui dépassent parce que comme ça se veut un tableau végétal et quelque chose d'un peu naturel, je vais essayer au maximum de garder des éléments qui me font dire qu'on va reconnaître le légume dans son origine, on va dire, quelque part. Donc je fais la même chose ici. C'est pas un plat casse-tête en fait. Hein. Alors, ce plat de légumes rôtis, il se fait avec tous les légumes dits racines, c'est-à-dire tous les légumes qui poussent sous la terre. Ça va des petites pommes de terre nouvelles, aux grenailles, en passant par l'ail, l'échalote, l'oignon, les poireaux. On peut le faire aussi donc avec les navets, avec les rutabagas, avec le topinambour. La seule petite exception, vous verrez, j'ai pris des choux de Bruxelles, donc ça ne pousse pas sous la terre, bien évidemment. Voilà. Alors, pour commencer notre tableau, eh bien, moi j'aime bien les découper un petit peu en biseau. Donc je m'amuse à découper des formes comme ça, un peu rigolotes, voilà. Et puis vous venez, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec les enfants aussi, ou les petits-enfants, si...
Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais si vous les avez pour Noël ou si pendant les vacances on nous laisse nous retrouver, eh bien, c'est des choses à faire en famille. Voilà. Et puis c'est pas parce qu'on n'a pas le droit de le faire aujourd'hui qu'on n'a pas le droit d'en parler non plus. Voilà, donc voilà pour les carottes. Ok. Ensuite, je vais prendre mes petits topinambours. Vous allez voir que là, le topinambour rôti au four, ça prend mais un goût mais totalement différent. Totalement différent. Vous voyez là encore une fois. J'ai pas d'action dans les peaufines. Hein. Un jour, je pense que j'en aurai parce que j'en parle tellement bien que je pense que je serai capable d'en vendre des millions. Mais voilà, ça, il n'y a rien qui lui résiste. Hein. Ici, voilà. S'il y a des légumes que vous voulez mettre dans ce plat et que vous ne savez pas, vous posez des questions à Johanna hein, qui me le dira. Je ne les ai pas tous cités. Hein. De quoi on pourrait parler encore? Il y a la famille des betteraves aussi. Hein. Toutes les betteraves, tous sous terre, peuvent aussi se retrouver dans ce joli tableau. Ici, regardez pareil. Alors l'idée, c'est qu'il y ait au moins un morceau par convive, hein, parce qu'après, chacun va venir piocher. Et vous allez voir, c'est succès garanti, hein, parce que vous mettez ça sur la table, vous dites rien. Il y en a un qui va vous dire, des légumes, voilà. Mais là, vous rongez votre frein, dites rien, voilà. Et attendez que le premier prenne une carotte, qu'il n'ait la carotte dans sa bouche, et sortez le Kodak, hein, faites une photo, faites un instantané. Vous allez voir sa tête. Moi j'ai ce souvenir, c'est un autre chef que vous connaissez peut-être qui s'appelle Chef Damien, qui est à Paris maintenant, qui est à la tête des restaurants 750 grammes et du magazine aussi. Et je t'embrasse Damien. Et c'est lui qui était venu dans mon atelier il y a une dizaine d'années qui m'avait montré cette recette-là. Il m'avait dit regarde, on met des légumes rôtis au four, un peu d'huile d'olive, tu vas voir, ça se fait tout seul. Et quand tu vas manger ces légumes, tu auras l'impression que c'est la première fois que tu goûtes une carotte, c'est la première fois que tu goûtes un navet. Bah, franchement, même 11 ans après, je continue à raconter la même histoire. Voilà, parce que c'est vraiment ça. Le navet boule d'or, qui est un petit peu plus suave, un petit peu plus doux que le navet violet. Mais si vous avez des navets violets, vous pouvez aussi les mettre dans cette recette. Voilà, on va en faire 2. Là, je l'avais déjà là. Hop. Et vous voyez, je laisse le haut parce que, mine de rien, ça c'est quelque chose qu'on peut manger. Hein. C'est pas marqué dans une encyclopédie ou un dictionnaire qu'on peut pas le manger. On a une petite question. Oui. Où est-ce qu'on peut trouver cette épluche peaufine? Alors, c'est là où on commence à faire de la publicité, c'est ça. Alors, je vous dis, c'est marque Mastrad. Ça se trouve, Mastrad, M-A-S-T-A-R-D. Il y a un site internet, tout simplement, où vous pouvez commander en ligne. J'ai rien dit, oui, tout le monde commande en ligne, mais bon, Mastrad, ils n'ont pas attendu le confinement pour mettre des sites en ligne. On peut, et sinon... des magasins comme, je crois que c'est un bruit dans le frigo ou du bruit dans le frigo, les culinarions, enfin il y a plein de magasins d'ustensiles de cuisine où vous allez trouver ces petites choses-là. Je crois que Geneviève Le Tue, ça existe aussi, on les trouve, il y a tout un petit rayon Mastrad. Voilà. De mémoire, 6,50, 7 euros. Si jamais votre lame saute, parce que ça peut arriver, je vais vous montrer. Si jamais, sans me blesser, mais il se peut qu'elle se défasse. Bon, là j'ai du mal à le faire, mais bon, je vais pas vous le faire parce que je vais me faire mal. Il se peut que quand vous ayez un légume assez costaud, la lame se défasse de son petit axe ici. C'est pas cassé pour autant. Mastrad a déjà prévu le coup, il a fait quelque chose de souple ici. Vous voyez, si je tire, on voit bien que la lame, elle peut s'enlever. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait l'enlever. Ça vous permet de la nettoyer puisque les éponges ici, c'est très compliqué parce que ça, c'est comme une lame de rasoir. On peut montrer de près. D'ailleurs, tout à l'heure, là, je me suis mis un petit pet, mais je vous ai rien dit. Hein, voilà, hop, donc faire attention parce que ça aime bien les doigts. Et après, voilà. Et après, vous la remettez en tirant ici simplement et vous venez la remettre. Pourquoi il y a ce côté souple? C'est que si on n'avait pas fait ça, en fait, à chaque fois, la lame on aurait cassé les couteaux au fur et à mesure. Voilà, donc ils ont étudié le système. Et franchement, je vous dis, même là, j'ai pas de tomates, mais les tomates, les poivrons, les kiwis, enfin, il y a vraiment rien qui lui résiste. Alors, ici, regardez, tac, pareil, on fait des choses un peu géométriques, je vais dire à la Picasso. Voilà, je ne sais pas si Picasso serait content que je le compare à un navet, mais en tout cas, voilà, on peut faire ça. Pour l'ail, ici, rien de compliqué. Alors, l'ail, il faut le laisser en chemise. Pour tout vous dire, je suis tombé sur cette gousse d'ail au marché, je suis presque tombé amoureux de cette gousse d'ail. Parce que je trouve que c'est tellement beau ce que la nature nous donne.
Alors oui, je suis un peu cinglé aussi, ne vous inquiétez pas. On va la défaire, voilà. L'idée, c'est vraiment de garder de l'ail, comme on dit, en chemise, puisqu'il va pouvoir cuisiner un petit peu façon vapeur. Et alors, ce que j'aime bien, moi, je vais laisser... vous voyez, je ne m'embête pas dans mon tableau. Je garde aussi quelques... D'ailleurs, c'est vraiment, ça fait super joli. Je sais, je vous l'ai déjà dit 10 fois. Voilà, hop, ça c'est bon. Et là, on va toute la mettre, puisque tant qu'à faire. Alors, cette base-là, on ne la garde pas. Ouais, vous savez, celui qui va tomber là-dessus, là, ça va juste être un régal. Pourquoi? Parce que là, en fait, on va avoir à l'intérieur comme une purée d'ail. Et l'ail, quand il est cuit ou qu'il est confit dans l'huile, d'ailleurs, la prochaine fois, je vous montrerai une recette d'ail confit dans l'huile, et bien, du coup, il devient digeste. Donc, on évite un double problème. C'est votre voisin qui vous parle à table et vous ne savez pas comment lui dire que ça, il refoule un petit peu du bec parce qu'il a mangé de l'ail. Même si aujourd'hui, du coup, avec les masques, c'est fort sympathique, puisque du coup, on sent moins les haleines de son voisin. Vous voyez que finalement, il y a toujours un côté positif dans ce qui nous arrive. Alors, trêve de plaisanterie, c'est surtout que ça devient digeste, et du coup, voilà, on n'a pas de souci d'haleine, et on n'a surtout pas de souci de digestif après. Si vous êtes comme moi, quand je mange de l'ail cru, j'ai l'impression d'en remanger pendant 2-3 jours, parce que du coup, j'ai vraiment du mal à le digérer. Alors que de cette façon-là, zéro problème. Voilà, hop. Ici. Ensuite, on a de la pomme de terre, tout simplement. Alors, là, j'étais un petit peu embêté parce que j'aurais voulu trouver des pommes de terre nouvelles, ou ce qu'on appelle des petites pommes de terre grenaille, que j'ai pas trouvées. Donc, du coup, on va les découper, ces pommes de terre. Voilà, je les trouve un tout petit peu parce qu'il y a de l'ail dessus. Regardez, là, pareil, rien de compliqué. On garde la peau, voilà, parce que c'est une peau plutôt fine. Alors, je garde un petit peu par famille aussi parce que là, on repère bien que c'est une carotte, un navet boule d'or, un peu de topinambour. Quand c'est cuit, il peut y avoir une petite confusion entre les légumes. Alors, si vous amusez à mettre une carotte, un navet, etc., ça va être un jeu de piste. C'était pas le but de l'opération. Ici, hop et hop. Vous voyez, ça, c'est pas... il y a plus compliqué comme recette. Et puis, les petits choux de Bruxelles... C'est pareil, on va leur faire... Louise, elle a mis le plateau super loin, donc c'est vachement facile pour moi d'aller chercher les choses. Voilà. Rutabaga, qu'on avait utilisé la dernière fois. Le rutabaga, on le reconnaît parce qu'il a souvent 3 couleurs. Violet, un petit peu jaune, un petit peu blanc. Il peut être que jaune en dessous. Enfin voilà, il a plusieurs couleurs. C'est vraiment un légume que j'aime beaucoup. Là aussi, à manger en petite quantité, vous amusez pas à faire une mono garniture de légumes, comme j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire vous servez une viande et vous servez que des rutabagas. Ou vous servez une viande et vous servez que des topinambours. Votre famille va vous maudire, ça c'est sûr et certain. Voilà. Parce que c'est vraiment des choses qui sont compliquées à manger parce qu'elles ont beaucoup de goût. Donc voilà, on fait attention. Et puis les topinambours, on en a parlé la dernière fois, un petit peu compliqué à digérer. Alors ici pareil, voilà, rutabaga, ça sent un peu le navet en fait. C'est de la même famille ou pas? Aucune idée. Aucune idée. S'il y en a qui sont derrière leur clavier, Google et compagnie, effectivement, Nathalie me demandait si c'était de la même famille. Je serais tenté de vous dire peut-être que oui, mais je ne sais pas, je ne m'avancerai pas. Voilà. C'est très joli à l'intérieur, vous voyez, on voit tout le dessin du légume. Si vous voulez faire manger des légumes à... Désolé Louise. Aux enfants, expliquez-leur l'histoire des légumes et comment ça pousse et à quoi ça sert. Et si vous disent qu'effectivement, que maman ça sent pas bon, vous pouvez lui dire, là j'en sais rien, effectivement ça sent pas très bon, c'est pas le... J'ai du parfum dans ma salle de bain qui sent bien meilleur que ça. Mais l'idée, c'est d'appréhender vraiment les choses et de les faire se familiariser avec tout ça. Et vous allez voir qu'après, ils vont être beaucoup plus curieux. Voilà. Ici, ça, c'est un céleri que j'ai utilisé dans un autre cours. On va juste le rafraîchir un petit peu. Parce que vous voyez, c'est oxydé. Toujours pareil, je vous avais montré la méthode. Quand vous n'avez pas besoin d'un légume entier, vous avez vu qu'à chaque fois... je vous sors des choses que j'ai achetées au marché, mais je sors aussi des choses de mon frigo, comme chez vous. Et c'est pas toujours des rolls, ça c'est pas forcément super joli. Je vous avais expliqué que quand on n'avait pas besoin de la totalité d'un légume,
on n'allait pas le peler sur sa totalité. Donc vous voyez là, je l'ai protégé puisque du coup je n'ai pas utilisé, je n'ai pas pelé. Par contre là, il s'est légèrement oxydé, mais j'ai une face que j'ai réussi à protéger. Donc là aussi, on le rafraîchit, vous voyez, rien de compliqué. Il s'est oxydé parce qu'évidemment, comme l'avocat, comme la poire, comme la pomme, ce sont des choses qui s'oxydent plus facilement. Il est devenu aussi un petit peu plus léger, oui, il a perdu du poids. Pourquoi? Parce qu'il s'est déshydraté. Là aussi, quand on vous dit dans le marché qu'il faut acheter des choses lourdes, denses, ça veut dire quoi? C'est qu'une pomme de terre bien lourde, un céleri bien lourd, c'est qu'il a encore toute son eau. Quand il s'est déshydraté, il est beaucoup plus mou, mais il est aussi beaucoup plus léger. Hein, vous voyez, les anciens avaient l'habitude de sous-peser un petit peu les légumes. Allez, on en a presque fini parce qu'il nous reste le poireau et les champignons. Donc là, regardez, exactement pareil. Le céleri qu'on a l'habitude de manger plutôt en céleri dit rave, hein, c'est-à-dire rémoulade, du céleri râpé. Là, vous allez voir que le céleri comme ça, c'est vraiment très très bon aussi. Les petits choux de Bruxelles, il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce que le chou de Bruxelles, lui, il est assez fragile, donc il va avoir tendance à vite brûler sur le dessus. Et bien justement, plutôt que de le nettoyer et de mettre un joli chou de Bruxelles sur ma plaque, et du coup d'abîmer les feuilles, et bien les feuilles qui ne sont pas très jolies, je les ai juste lavées, et elles vont servir, on va les sacrifier, elles vont nous servir de couche de protection. Du coup, après, on pourra l'ouvrir et manger le cœur du céleri. Je peux vous assurer que pour 90%, même 98% des gens qui n'aimaient pas les choux de Bruxelles, je leur ai fait manger des choux de Bruxelles rôtis et je vous dis à 90%, j'ai fait carton plein. Aujourd'hui, ils mangent des choux de Bruxelles. Et là, les filles, je les vois me regarder en disant on va avoir droit au test tout à l'heure. Eh bien, oui, c'est exactement ça. Alors, les champignons, je vais les laisser entiers. Pareil, hop, comme si on était dans la forêt. Tac. Si vous avez des champignons de Paris beaucoup plus petits, ben, faites-vous plaisir. Alors, maintenant, on va passer à la cuisson. Avant de passer à la cuisson au four, je vais juste rajouter... Il y a 2-3 petits éléments. Il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il faut changer la position du four. Donc tout à l'heure, on était en position en chaleur tournante. Et maintenant, on va passer en ce qu'on appelle chaleur statique. C'est-à-dire que c'est le petit picto à nouveau. Ben, on peut peut-être montrer, Louis, c'est le petit carré sur lequel vous avez la barre du haut, la barre du bas, mais il n'y a plus le ventilateur. Et vous allez comprendre pourquoi on doit se débarrasser du ventilateur. C'est bon, on a montré. Alors, ici, pareil, le poireau, on l'utilise de cette façon-là. On pourrait même le laisser entier si on veut, mais le problème, c'est que c'est un petit peu compliqué à découper après. Voilà, donc cette partie-là, je sais que là, il n'y a absolument pas de souci de terre, donc je vais le mettre à laver. On se méfie un petit peu plus de ces parties-là, vous voyez. Quand on est sur la base ici, c'est là un petit peu où il faut regarder, parce que c'est souvent là où on va se retrouver avec des présences de terre. Voilà, donc moi, je vais à peu près jusque là. Et ça, maintenant, je vais le laver. Voilà. Voilà, et bien écoutez, on en a terminé. Donc, j'avais pas tout à fait prévu la place pour le poireau. Et finalement, il y a plein de place dedans. Ici, on va mettre l'autre. Voilà. Alors, on est passé en chaleur dite statique. Voilà, on va se débarrasser de tout ça. Et maintenant, on a deux choses à faire. On va arroser simplement d'huile d'olive. Alors, il faut mettre du sel et de l'huile d'olive. Alors, en général, faites pas la bêtise que je fais, c'est-à-dire que je mets d'abord le sel et après je mets l'huile d'olive. Ce qui fait que du coup, en mettant l'huile d'olive, je fais tomber mon sel au fond de la lèche frite. Ce qui n'était pas du tout le but. Voilà. Si vous n'avez pas de pipette comme moi, essayez d'y aller à la cuillère parce que souvent, je reproche au... Vous voyez, voilà, juste avant, j'étais là, hein, donc on a utilisé à peu près 1 cm. J'essaye de vous montrer aussi ce que j'utilise parce que souvent, vous avez l'impression que je passe mon temps à mettre des corps gras. Je contrôle mes corps gras. Hein. On a démarré le cours, on avait l'huile d'olive qui était ici. Hein. Je rappelle qu'on est en train de faire à manger 2 fois pour 6 personnes. Hein. Donc, ce n'est pas non plus des quantités d'huile gigantesques. Ce que je reproche, c'est que quand vous avez les bouteilles avec les gros goulots, on n'a pas la maîtrise. Alors, à croire que les fabricants dans le commerce
et ça c'est un message pour vous les gars, hein, il va falloir changer les choses. Hein. Vous faites des goulots assez gros pour qu'on vide les bouteilles un peu plus vite. Bah, évidemment ça vous arrange, hein, on retourne vite en acheter. Donc là on s'est compris. Il va falloir mettre, il y en a certains qui ont mis déjà des petits systèmes. Alors vous avez certaines marques où il y a une petite pipette qui sort. Dès qu'on enlève le bouchon, la pipette elle sort instantanément. Et on va pouvoir contrôler plus facilement. Voilà. Ça, si vous cherchez, c'est des choses que je ramène d'Espagne. Vous trouvez ça en Espagne, au Portugal, sur Internet aussi, ça doit pouvoir se trouver. Voilà, il y a une enseigne espagnole qui s'appelle El Corte Inglés, que vous connaissez peut-être avec un drapeau, pour ceux qui vont peut-être au Pays Basque, Bilbao. C'est vendu au Corte Inglés, donc regardez peut-être encore une fois sur Internet. Je vais être maudit. Elles y sont peut-être. Voilà. Regardez, mon pain d'épices, voilà, ça y est, c'est ce que j'avais envie d'entendre. Voilà, en refroidissant, il est devenu complètement dur. Je vais pouvoir le mixer. Alors, ici ensuite, on y va pour la fleur de sel, un petit peu. Voilà, je vais en mettre un petit peu par-dessus. Et moi, je vais utiliser même une autre fleur de sel, du coup, qui est plus petite. Parce que là, j'ai un moulin à sel dans lequel j'ai quelques épices à l'intérieur. Voilà, ça va me faire un sel moulu beaucoup plus agréable. Et je vais mettre des quantités aussi moins importantes. Voilà. Je vais donner ça à Nathalie. Ça, il faut que ça parte donc à 180 degrés à peu près, sans chaleur tournante, pendant à peu près une cinquantaine de minutes. Donc on va être raccord pour la sortie du four. Nathalie, tu vas juste tricher un petit peu, c'est-à-dire que tu vas mettre à 200-210 pour compenser un petit peu. Alors vous à la maison, vous ne faites pas ça, hein. Moi je le fais parce que j'ai 25 ans de métier. Vous laissez à 180 pendant 1 heure. Là je triche un petit peu, j'accélère un tout petit peu pour que à la fin du cours je puisse vous faire le dressage, puisqu'il nous reste à peu près 45 à 50 minutes à passer ensemble. Des questions sur ces légumes rôtis au four, d'autres légumes qu'on pourrait mettre? Non? Ok. Qui ne dit mot consent, comme on dit. Eh bien, on va du coup faire notre chapelure de pain d'épices, comme ça on va en terminer avec l'autre recette. J'ai ici, je pense, toute ma préparation. Ben oui, on le voit ici. Voilà, toute ma préparation qui est terminée, c'est-à-dire mes carottes, ben, c'est le cas de le dire, les carottes sont cuites et les potirons sont archi cuits. J'avais éteint mon feu déjà depuis un petit moment, vous voyez, on a nos légumes qui trempent dedans. Et là, je vous montre aussi comment, sans avoir mis aucun bouillon, c'est-à-dire que là, il n'y a rien d'artificiel. Et j'ai quand même 3 commissaires-priseurs dans la salle, hein, qui peuvent en attester. Je n'ai pas mis de poudre. Là, il y a juste le jus d'orange et il y a effectivement les tiges de céleri et autres. Vous allez voir que ça donne un super goût. Cette recette-là, elle peut déjà être festive, les filles, dans le sens où, si vous avez envie de faire ce velouté pour Noël ou pour le 1er de l'an, avec juste, je vais vous faire une présentation d'ailleurs déjà pour les fêtes, avec juste ce petit bouillon, ce petit velouté de carottes potiron et la Saint-Jacques posée dessus. Ça fait un amuse-bouche, ça fait une petite entrée, vous n'avez pas forcément besoin de le manger en grosse quantité. Alors, on fait un petit peu de bruit. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ouvert ici pour que Louise aille se balader un petit peu. On va mettre des éléments ici, on va mettre la tomate séchée. Je vais sortir le filet mignon aussi. Voilà, le temps que je fasse un petit peu de bruit pour aller panner tous les éléments. Voilà, super ici. Et puis, je débarrasse un petit peu le plancher. Pour mettre ici tout simplement le robot. Alors le robot, décidément, vous allez croire que je n'arrive pas à m'en passer, mais quand je vous dis qu'il est tout le temps sur le plan de travail, et je vous montre que ici, on a fait à chaque fois des préparations complètement différentes. Donc ici, alors ça c'est sympa aussi à mettre dans une soupe de châtaigne ou dans une soupe de potimarron, parce que ça fait des petits croûtons de pain d'épices. Et d'ailleurs, si vous avez du pain d'épices à la maison qui s'est un petit peu abîmé et que vous voulez le conserver, en tout cas vous en débarrasser de cette façon-là, eh bien n'hésitez pas à en faire de la chapelure ou des petits croûtons. Allez, je fais du bruit.
continuer de te balader. Du coup, j'ai pas fini de faire le bruit. Voilà, alors pour ceux qui nous rejoignent, vous pensez être dans la cuisine d'un extraterrestre? Non, on est bien ici. Je vais mettre toute ma préparation ici. Alors juste pour vous montrer, parce que là du coup on l'a fait en direct, j'étais pas forcément devant le four. On a alors une chapelure qui a du mal à se défaire complètement. Et ben c'est tant mieux que ça soit arrivé là. C'est parce que simplement le cœur de mon pain d'épices, il aurait fallu un tout petit peu plus de cuisson. Donc ça c'est pas grave, on va le remettre. Et je vous montre pourquoi il n'arrive pas à se mixer. C'est parce que simplement si j'appuie dessus, vous voyez, il est mou en fait. Voilà. Donc en fait c'est de la faute de Nathalie en fait qui l'a sorti du four trop tôt. Il fallait bien que je trouve un responsable. Donc ça je peux essayer de le mouliner pendant des heures. Pourquoi je vous le dis? Parce que ça m'est déjà arrivé en fait, hein, quand j'ai fait cette chapelure, que des fois on peut la louper, on la réussit pas du premier coup. Donc ça, vous le remettez dans le plat, on le remet un petit peu au four, on le refait torréfier et après ça va se mixer tout seul. Néanmoins, j'ai suffisamment de chapelure au fond donc pour pouvoir vous montrer ce que je voulais faire. C'est pour ça que je me suis arrêté aussi en cours de route. Voilà, on va récupérer une partie de notre chapelure ici. Voilà, c'est ça que vous devez obtenir. Vous voyez, la partie extérieure, elle s'est déjà mixée, donc il n'y a pas de souci. Néanmoins, je vous dis sur la fiche technique, je ne voulais pas une chapelure non plus trop fine. Hein. J'ai envie de quelque chose qui garde encore un petit peu de matière. Donc ne cherchez pas non plus à avoir quelque chose de trop fin. Voilà, vous voyez, il y en a pas mal. Il y a juste les petits éléments qu'on va remettre à cuire. Voilà, et quand il y a des loupés, ben, finalement, je préfère les faire avec vous en direct. Plutôt que vous me disiez que ça n'a pas marché. Alors d'ailleurs à ce sujet-là, n'hésitez pas les filles, la dernière fois vous avez été super nombreuses à envoyer sur la page contact de la page Facebook de l'Institut Bergonié ou même sur le site de l'Institut. S'il y a des questions, vous les envoyez vers Lucie, vers Johanna, elle me les envoie. Je ne réponds pas du tac au tac, mais j'essaie de répondre le plus vite. Sur les fiches recettes, pour celles qui ne les avaient pas, vous les avez sur la page de l'événement. Savoir qu'à chaque fois sur Facebook de l'Institut Bergonié, et profitez-en aussi pour liker cette page parce que vous recevrez les informations, on crée un événement, on y met les recettes d'ailleurs qui sont dans un autre onglet parce qu'on nous pose souvent la question, hein, je ne sais pas quel est le nom de ce deuxième. C'est l'onglet discussion. Voilà. Voilà, donc vous avez un premier onglet où vous avez l'événement et après il y a un petit onglet en haut, un petit carré discussion. C'est dans celui-là qu'il faut aller. Moi aussi je l'ai cherché la première fois, c'est là que sont les recettes. Sinon, alors sur les recettes, il y a aussi mon mail, chefjesus@orange.fr et sinon il y a mon numéro de téléphone. J'ai reçu plein de textos aussi, certaines je vous ai répondu le dimanche matin, voilà, entre mon café et la biscotte. Mais ça me fait plaisir, on est là pour ça. Voilà, la chapelure est là, je vais aller chercher les Saint-Jacques. Ici. Alors pourquoi je le fais maintenant? Parce que c'est quelque chose... Vous voyez, c'est beau hein, une Saint-Jacques hein, quand elle est nacrée. Hein. C'est un des produits, je trouve, produits de la mer les plus nobles. Bon, évidemment avec la langouste, le homard et tout le pataquès. Mais en tout cas sur des choses qu'on a l'habitude de consommer plus facilement. Je vais la mettre là parce que en fait, comme elle suinte un petit peu de jus, la Saint-Jacques, elle va me permettre en tout cas de venir absorber le pain d'épices. Voilà. Donc souvent quand je vous montre des chapelures, je vous dis de tremper d'abord ça dans la farine, de tapoter pour qu'il y ait juste la fleur de farine, et puis après dans l'œuf, et puis après dans le pain de mie ou dans la chapelure que vous avez choisie. Là en fait ici on ne met pas d'œuf hein, qui viendrait, le goût de l'œuf viendrait altérer la Saint-Jacques. Et en fait la Saint-Jacques, regardez, pour la paner, il n'y a pas besoin d'autre chose. Alors je la laisse là faire salir un petit peu, parce que du coup, je vais pouvoir la repasser à nouveau dans la chapelure dans 2 petites secondes.
il y a des petites odeurs qui commencent à sortir du four. Ça commence à sentir l'ail. Alors surtout, faut pas ouvrir. Voilà, je voyais Nathalie qui avait la main sur la porte du four. Eh bien, là aussi, erreur à éviter. Qu'est-ce qui se passe? On peut peut-être filmer un tout petit peu la porte du four, Louis, si tu veux bien. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que, tout simplement, pourquoi je vous ai dit de vous mettre en chaleur statique et plus en chaleur tournante, c'est que si vous avez conservé la chaleur tournante, eh bien la vapeur qui est générée par les différents légumes va être évacuée par le four. Alors ce que je veux, c'est une cuisson rôtie, mais aussi une cuisson vapeur. Donc toute l'eau qui est contenue dans mes légumes va rester dans l'enceinte du four et va pouvoir venir effectivement cuire un petit peu comme à la vapeur. Voilà. Donc si un jour vous faites ces légumes au four, rôtis au four, et que ça n'a pas fonctionné, il y a deux choses. Soit vous êtes resté en chaleur tournante, et donc la vapeur a été évacuée, donc ça n'a pas pu faire son travail, soit vous êtes des petits curieux et vous avez très souvent ouvert la porte du four, auquel cas, à chaque fois que vous ouvrez la porte du four, vous avez fait sortir toute la vapeur de votre four, et voilà pourquoi ça n'aurait pas fonctionné. Voilà, notre petit tableau, façon j'ai l'habitude de dire Arcimboldo, je ne sais pas si vous connaissez ce peintre italien, qui fait des tableaux, alors on y voit tantôt des hommes, tantôt des animaux, tantôt des chiens, et puis quand on s'approche, on se rend compte que finalement, c'est que des légumes. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai traité Picasso j'ai comparé un navet, mais je n'étais pas très loin de cette histoire-là. Alors, notre filet mignon, lui, on n'y a pas touché. En général, quand vous l'achetez dans le commerce, il a encore quelques petites nervures. Là aussi, grâce à ce couteau-là, je ne vous demande pas d'investir dans grand-chose. Hein, vous voyez, un épluche légumes, un épluche peaufine, un petit filet de sol, un peu d'équipement. Ça doit coûter 10 balles. Hein, ça ne coûte pas non plus une fortune. Et ça vous sauve la vie pour plein de choses. Surtout là, vous voyez, pour faire le petit nettoyage. Parce qu'on passe au milieu, on vient tirer vers le bout. Et de la même façon, on vient tirer de cette façon-là. Moi, je ne suis pas boucher. Hein. Je fais façon cuisinier, j'allais dire du dimanche. Mais je veux nettoyer un petit peu cette partie-là, qui ne sera pas très agréable en bouche. Alors certains bouchers disent qu'ils pèlent la viande. Certains bouchers, certains cuisiniers aussi. Voilà. Ces parties de gras-là, qui elles sont beaucoup plus souples, je les garde parce qu'elles vont fondre, au contraire, elles sont plutôt très agréables. Et je vais juste enlever cette petite partie-là. Si vous avez un boucher sympa, eh bien, vous lui demandez de faire cette opération-là. J'ai une planche qui bouge aussi, regardez. Décidément, on fait que des bêtises aujourd'hui, ça tombe très bien, ça me permet de vous montrer plein de trucs. Les microfibres comme ça, que vous avez juste à mouiller, je vous avais montré la dernière fois comment, on fera un petit nettoyage tout à l'heure aussi pour vous montrer comment ne pas utiliser de produits avec vos plaques à induction. Il y a un truc tout bête, on la met, vous pouvez faire ça avec un petit morceau de papier absorbant aussi. Vous pouvez le faire avec une petite lingette. À partir du moment où vous allez vous mettre dessus, et ben voilà, ça ne bouge plus. Voilà. Et quand ça ne bouge pas, il y a moins de risque de coupure. Hein, parce qu'un truc qui bouge dans tous les sens et qu'on manipule un couteau, on a beaucoup plus de chances de se couper. Voilà. Ce petit truc dessous, évidemment, on le change régulièrement. Une fois que vous avez fini de cuisiner, vous le mettez, à la machine à laver. J'ai vu dans beaucoup de restaurants, vous savez, j'ai été chef pendant 10 ans dans une brasserie du côté de Talence. J'ai bien embêté mes gars, mon équipe, parce que j'étais très à cheval sur l'hygiène, mais j'ai vu quand j'étais apprenti beaucoup de restos où on mettait un torchon. Alors souvent on allait à la plonge récupérer les torchons de la veille, donc qui étaient déjà, je ne raconte pas dans quel état ils étaient, qu'on mettait dessous. J'ai vu des gars me laisser les torchons sous les planches facilement une petite semaine. Je ne vous raconte pas ce que ça sentait sous la planche. Hein. Et les nids de bactéries qu'il y a avoir dessous. Donc on vire les choses au fur et à mesure. Mon filet mignon, ça y est, il est quasi propre. Je vais juste... là, il y a encore une petite nervure. Ça, si vous ne le sentez pas, voilà, vous demandez au boucher de s'en occuper. Hein. C'est vraiment son... Il est là pour ça, hein, pour vous préparer la viande et pour que vous ayez... ce qu'on appelle le filet mignon ou le rôti dans la chaînette, hein, c'est vraiment un morceau, c'est le nec plus ultra du porc. Et ensuite, donc, on va faire des médaillons suffisamment épais, c'est-à-dire que je suis à peu près sur cette taille-là. Alors, il nous reste une demi-heure. Vous inquiétez pas, on est dans les temps parce qu'on n'a pas 15 milliards de choses à faire hein, maintenant. Ici, médaillon. On est bon. Voilà, un filet mignon, on a de quoi manger. Il faut 2 morceaux de viande par personne.
et vous êtes bien. Et vous allez voir que cette façon de cuisiner le filet mignon, elle est aussi beaucoup plus économique. Donc ici, je vais mettre... On va mettre 2 poêles en route, une petite et une grande, parce que dans une, on va faire les Saint-Jacques, et dans l'autre, on va faire notre petite sauce. Tomates séchées. Alors, pourquoi ça marche pas là aussi? Oui, je vais vous faire toutes les bêtises aujourd'hui. C'est parce que j'ai les doigts mouillés. Et l'induction, quand on a les doigts mouillés, cherchez pas. Vous avez beau appuyer comme un taré, ça fera rien. Si vous avez un petit voile d'eau, vous avez le contact qui ne se fait pas. Alors, j'ai besoin ici d'un petit peu de beurre. Ça, c'est pour faire mes Saint-Jacques. S'il y a des Bretons dans la salle, ils se reconnaîtront, hein, parce qu'évidemment, on fait souvent ici. Et ici, juste de l'huile d'olive pour faire mon petit passage échalotes et tomates séchées. Là, ici, donc je vais juste découper une petite échalote. La tomate séchée, je vous avais demandé d'acheter des tomates séchées en boîte. C'est souvent des tomates à l'huile. Voilà, on voit rien de très compliqué. Toujours avec le couteau, hein, faites attention, essayez d'éviter d'y mettre les doigts. Et quand est-ce qu'on sait que c'est pelé? Eh bien ma foi, quand ça brille, hein, je vous dis toujours ça, voilà, quand ça brille, on sait qu'on a enlevé suffisamment de couches. Ici, vous coupez en deux, voilà, on va émincer notre échalote rapidement. Je vais faire aussi mes tomates séchées. Et donc ici, si mon huile est assez chaude, alors comment faire pour savoir si c'est assez chaud? On vient vérifier tout simplement. Ici, je peux prendre un morceau de viande que je viens déposer là. Voilà, ça fait du bruit, donc il n'y a pas de souci, on peut y aller. Sinon, vous essayez de le poser sans le lâcher. Si ça ne fait pas ce petit bruit, ça veut dire que votre corps gras n'est pas suffisamment chaud, hein. Voilà, donc ici, je vais faire revenir mes médaillons sur les deux faces. Et je vais vous montrer comment on peut préparer cette recette un petit peu à l'avance. Voilà, on va mettre ce morceau là. Allez, est-ce que je vais avoir suffisamment de place pour mettre tout le monde? Oui, voilà. Pourquoi vous pouvez préparer cette recette à l'avance? Parce que ces médaillons, vous pouvez les faire rôtir avant. Sur les deux faces, on les fait bien croûter. Je vais prendre une assiette pour les débarrasser. Et une fois qu'ils sont croûtés des deux côtés, je mets l'assiette au réfrigérateur. C'est pas pour rien, hein. Je la mets au réfrigérateur en fait parce que ça va stopper la cuisson. C'est vraiment la volonté de se dire j'ai fait griller, je stoppe. Pendant ce temps-là, ça peut rester 1, 2 heures ou 3 heures au frigo, ça change rien. Et ensuite vous allez faire revenir votre échalote et vos tomates séchées. Et ici, voilà, on découpe notre tomate séchée pendant que nos médaillons sont en train de cuire. Voilà. Alors ici c'est la tomate séchée qu'on a fait un petit peu ouvrir, voilà, qu'on a fait un petit peu égoutter simplement. On peut faire cette recette aussi avec des petits poivrons à l'huile, hein. Essayez quand c'est plus la saison d'utiliser des choses qui peuvent vous servir. Voilà. Pas de questions du côté de l'autre côté de l'écran? Pas pour l'instant. Tout se passe bien. Ok. Alors regardez, ici je vais enlever ça. Voilà. Ici on a notre mélange de beurre et d'huile d'olive bien mélangé. Je vais pouvoir faire revenir ma petite Saint-Jacques. Et ici on va venir regarder comment ça se passe pour nos médaillons. Je vais prendre le premier que j'avais mis et puis on va regarder s'il a un petit peu doré. C'est pas tout à fait ça, donc je vais le laisser et on va venir les retourner. Voilà, de ce côté là ça a bien grillé. Je vais avoir une jolie caramélisation. Pour l'instant il n'y a pas besoin de saler, il n'y a pas besoin de poivrer, on s'en fiche. On vient juste un petit peu, comme on dit dans notre jargon, on vient marquer en cuisson. Voilà. C'est l'essentiel de ce démarrage. Voilà. Et ici, je fais ma Saint-Jacques que je repasse encore un petit peu dans ma chapelure. Et que je vais venir déposer ici.
Alors, autre petite astuce, si vous voulez pas que votre Saint-Jacques elle saute, parce que quand vous avez des Saint-Jacques qui... enfin, on dit qu'elle pète, hein, à un moment il y a un éclat, en fait ça vient du corail. Donc il faut, Louis, si on peut montrer, cette partie-là, le corail, il suffit juste d'y faire 2 petits trous. Et votre Saint-Jacques va pas vous exploser, j'ai l'habitude de dire vous exploser à la figure, mais c'est vrai que souvent ça entraîne un petit peu d'huile avec, et c'est pas top quoi. Voilà. Et ici, alors attendez, on va changer de... On va se mettre ici parce que j'ai un feu qui est beaucoup plus grand. Comme ça on va bien faire snapper notre Saint-Jacques. Alors regardez, ici rien de compliqué. Je récupère voilà tous mes petits médaillons. L'idée c'était de les faire dorer des 2 côtés. Je vais les enlever. Voilà, ceux qui ne sont pas tout à fait dorés, je les laisse au milieu. Ils vont profiter un petit peu de l'huile. Donc là on est d'accord que c'est pas cuit, hein. On a juste fait juste un petit marquage en cuisson. Voilà, ici je fais pareil. Alors là qu'est-ce qui se passe, c'est que ça manque un tout petit peu de matière grasse, parce que forcément pour faire le côté doré, il faut jouer entre l'eau et la matière grasse. Voilà, vous voyez la différence dessus, dès qu'on met un peu d'huile, il n'y a pas photo, hein, c'est vraiment... ça fait en 2-2. Voilà, tac. Et on est bon. Voilà, ça va partir. Alors, si vous voulez préparer à l'avance, vous mettez au frigo de suite pour effectivement stopper cette cuisson. C'est ce que moi je vais faire, hein, d'ailleurs. Hop. Alors non, ça ne tue pas vos frigos, parce qu'on me dit souvent, chef, tu mets des trucs chauds dans le frigo. C'est vraiment si vous mettiez une marmite d'eau bouillante dans le frigo, effectivement, ça viendrait faire pomper votre moteur. Là, c'est pas ça qui va changer la donne. Tomates séchées. Et vous savez que je n'aime pas salir tous les ustensiles de la cuisine. Regardez, aujourd'hui, on a cuisiné avec la marmite pour le potage, ici les petites Saint-Jacques et une poêle dans laquelle on va tout faire. Ça, c'est bien aussi pour les étudiants qui ont des petits espaces réduits ou pour ceux qui ont des petits appartements. Il n'y a pas besoin d'en mettre partout. Voilà. Ici, je veux juste faire revenir. Alors, échalotes et vous n'êtes pas au-dessus là, mais échalotes et tomates séchées, c'est juste un enchantement. Je vais demander à Nathalie de nous mettre un petit peu de soleil au-dessus de la tête, s'il te plaît, parce que il est 4h30 et effectivement la nuit tombe un petit peu. Regardez, là il me restait un petit peu d'huile des tomates séchées. Voilà. On la récupère. Voilà. Allez, pendant ce temps-là, ça c'est en train de se faire tout seul. Ici, j'ai ma petite Saint-Jacques, regardez. Voilà. C'est joli comme tout. J'y ai pas touché, hein. Je suis vraiment en train de les faire rôtir gentiment. Et quelque chose que vous pouvez faire et que je fais très souvent, c'est tout simplement d'aller avec une petite cuillère. Alors, en général, on essaye de prendre une cuillère en plastique et d'aller récupérer un petit peu ce beurre pour venir arroser, notre petite Saint-Jacques. Voilà. On a presque terminé. On va faire les petits dressages et puis je vais revenir un petit peu sur toutes les étapes. Les filles, je ne sais pas si vous êtes toujours aussi nombreuses derrière votre écran. Je ne sais pas si vous avez envoyé des petites choses à Johanna ou des questions. On a perdu quelques personnes, mais on reste quand même aux alentours de 10 visiteurs, donc ça c'est plutôt encourageant. Voilà, les plats donnent envie et surtout les personnes qui viennent actuellement sont très reconnaissantes de toutes les astuces que tu peux donner. Voilà, je crois qu'aujourd'hui on en a donné au kilomètre carré. Hein. J'en ai plus pour la prochaine fois, les filles, je crois. Mais c'est l'avantage de ces cours en direct et c'est aussi ce que j'aime quand je fais des cours avec vous en présentiel. C'est que du coup, on peut, même souvent quand on est en présentiel, je fais juste une grosse recette parce qu'il y a tellement de choses à voir et tellement de questions que c'est pas la peine d'essayer de partir dans des entrées, plats, desserts à chaque fois. Alors, on va mixer tout ça. On va aller du coup dans l'évier, comme j'ai l'habitude de faire, pour vous montrer que là aussi, on ne vient pas, pour celles qui sont nouvelles, on ne vient pas mixer au-dessus d'une plaque à induction, parce qu'il y a beaucoup d'électronique dessous, donc on vient abîmer les choses, et que vous allez voir, mixer finalement dans un évier, c'est parfois beaucoup plus simple. Voilà, Louise, elle a compris, elle me suit à chaque fois.
On vient, pourquoi? Parce que vous avez votre bras qui est à ce niveau-là, alors que si j'étais sur un plan de travail, j'aurais d'abord le bras à ce niveau-là beaucoup plus haut. Et que, regardez, j'ai envie de me reposer 2 minutes. Et bien, qu'est-ce que je fais? En fait, là, je suis en train de me reposer. C'est-à-dire que là, je suis complètement appuyé sur l'évier. Donc, si vous avez un petit coup de mou ou autre, sans que personne ne le voit, finalement, vous voyez là, on est en train de se reposer. Voilà. C'est un peu comme on dit les caissières quand elles sont debout et assises, c'est-à-dire qu'elles se reposent sur leurs cuisses. Puis en même temps, ça fait, voilà, ça fait un peu les fessiers des filles. Hein. Hop, on y va. C'est comme ça. Je vais juste là, ici, contrôler mes feux. Ouais, hop là. Voilà, on est. Je rappelle qu'il y avait de la Saint-Jacques sur le feu. Là, toujours pareil, les filles, si vous rincez aussitôt ce petit élément, regardez, c'est tout bête, hein, mais s'il est vraiment rincé dans la minute, il n'y a aucun boulot à faire. Voilà. Et même moi, souvent, je m'en veux parce que je ne l'ai pas rincé de suite et après, c'est tout un pataquès. Voilà notre velouté, vous avez vu comment le potimarron fait tout son travail. Et là, vous n'êtes pas en odorama. Alors, je peux vous dire qu'il y a les odeurs du jus d'orange, du miel. Enfin, il y a tout qui revient par-dessus, c'est extraordinaire. On est pas mal au niveau de nos légumes rôtis. Alors, du coup, ici on a la Saint-Jacques qui est prête. Ce que je vais faire, les filles, c'est que je vais vous faire le dressage du potage, puisque ici on a tous nos éléments. Vous avez vu que la Saint-Jacques, je m'en suis quasiment pas occupé. Elle a fait sa vie toute seule. Je vais vous montrer comment ici dresser de 2 façons différentes. Et alors, au préalable, on revient juste ici. Sur cette partie-là, donc tomates séchées, échalotes. J'étais un petit peu radin en échalotes, j'aurais pu en mettre un tout petit peu plus. Donc dans la méthode à avoir, c'est que quand vous voulez faire ça pour Noël ou préparer un petit peu votre plat à l'avance, vous faites vos médaillons de filet mignon, vous les avez marqués en cuisson, vous les laissez au réfrigérateur. Au pire, si vous avez voulu faire ça très longtemps à l'avance, vous pouvez les couvrir avec un film alimentaire quand ils ont refroidi. Pas avant, parce que du coup, ça va générer de la vapeur, donc ça va vous les abîmer. Votre tableau de légumes rôtis, vous pouvez aussi le préparer dans l'après-midi et laisser juste un petit torchon, même à l'arrière, un petit torchon légèrement humide ou un papier absorbant légèrement humide. Ça ne bougera pas. Si vous avez des maisons avec des sous-sols ou avec des caves ou avec des celliers ou un balcon dans un appartement, vous pouvez le faire. Voilà. On prépare cette petite sauce échalote et tomates séchées. Et on peut les séparer dans la poêle. Et là, on va faire ce qu'on est censé faire quasiment à la minute, hein, quand on a terminé. Là, je vais mettre donc un petit peu de crème. Je ne suis pas normand, mais j'aurais pu naître en Normandie. Là aussi, un truc tout bête que je fais très très souvent. J'ai remis un tout petit peu d'eau au fond de la bouteille. Alors, ne me demandez pas où j'achète mes bouteilles blanches, simplement qu'on vous enlève les emballages avant le cours, parce que voilà, on n'est pas censé faire... de la pub pour toutes les marques du supermarché. Voilà, et là j'ai récupéré. Là je suis sûr que j'ai plus de crème dans ma bouteille. Voilà. J'ai une question pour toi. Oui. Combien de temps pour la Saint-Jacques, la cuisson? Combien de temps? La Saint-Jacques, c'est à peu près, on a l'habitude de dire que c'est 1 minute 30, 2 minutes sur chaque face. Là, l'avantage, c'est qu'en tout cas, la chapelure, elle vous sert d'indicateur. Parce que du coup, quand c'est bien pané, en général, c'est cuit à l'intérieur. Et puis comme ça fait comme une croûte, comme un coffre-fort, à l'intérieur, vous allez voir, quand on la découpe, elle reste bien nacrée. Sinon, quand on fait des Saint-Jacques nature, il y a un principe très simple. Alors, il y a 2 choses à respecter. On a ces Saint-Jacques qui sont bien posés sur un papier absorbant. Pourquoi? Parce que ce papier la dessèche et que l'eau, c'est toujours l'ennemi du gras. Donc, c'est un petit peu compliqué et ça va sauter. Et vous risquez plus de vous brûler ou de refaire la cuisine avec de l'huile partout. Donc ça, c'est important. On les met sur un papier absorbant. On peut même en mettre un autre par-dessus. On l'enlève.
On fait son mélange de beurre et d'huile de pépins de raisin en général pour avoir une huile neutre. Quand c'est bien mousseux, j'ai l'habitude de mettre, comme je dis, les Saint-Jacques dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je commence à mettre, comme une horloge, vous mettez votre première Saint-Jacques à midi ou à minuit, c'est-à-dire en haut de l'horloge, et puis après vous la mettez à 1h, 2h, 3h, 4h, et vous faites le tour du cadran. Pourquoi je les mets dans le sens des aiguilles d'une montre? C'est parce que quand vous avez terminé de les déposer, ça ne se jette pas dans une poêle. En général, celle qui est à minuit, elle est déjà finie de croûter. Vous la retournez. Si elle est bien croûtée, vous la laissez telle quelle et vous commencez à retourner les petites copines. Vous faites le tour du cadran. Si elle n'était pas tout à fait dorée à votre souhait, laissez-la. Vous serez à temps de la retourner après. Le réflexe que vous avez souvent, c'est de vous dire « Ah, c'est pas assez doré, hop, je la remets dans l'autre sens ». Dites-vous qu'en la retournant, vous avez mis une façade froide sur votre huile. Donc il faut laisser à l'huile le temps de se récupérer un petit peu, puis vous viendrez la tourner après. Et en général, on dit qu'une Saint-Jacques, elle est assez fière. Ben, elle a raison d'être fière parce qu'elle va nous régaler. Eh bien, quand vous appuyez dessus, elle bombe le torse un petit peu, elle a un petit côté bombé. C'est-à-dire que quand vous appuyez, elle offre une petite résistance. C'est quoi? C'est toute l'eau qui est à l'intérieur, qui s'est transformée en vapeur, à l'état gazeux, donc qui a pris de la place, qui a pris un peu d'ampleur, qui fait qu'elle est un petit peu plus bombée. Donc quand en général elles sont bombées, je dis bombées parce qu'avant je disais qu'elles rebondissaient, puis il y a des élèves qui m'écrivaient en disant « Mais chef, elles rebondissent pas les Saint-Jacques ». Donc non, elles font pas des bonds dans la poêle. Mais il y a un petit côté résistant, vous pouvez être sûr que c'est cuit. Parce que dites-vous qu'après le temps que vous éteigniez votre feu, que vous dressiez, ou que vous rajoutiez par exemple une crème ou un petit peu de vin blanc, d'ailleurs, souvent quand on met de la crème ou du vin blanc, on les fait juste croûter. Pourquoi? Parce qu'en mettant le vin blanc, on génère une grande masse de vapeur. Donc du coup, vous augmentez tout d'un coup la chaleur de votre poêle et vous avez votre Saint-Jacques qui cuit quasiment instantanément. Donc en général, sinon, 2 petites minutes par face, ça suffit amplement. Alors pendant ce temps-là, regardez, j'avais pas mélangé. Et c'est ce que j'appelle un petit peu le syndrome de la poêle propre. C'est que, regardez, si je fais ça, en fait... La crème elle m'a permis de nettoyer ma poêle. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait plein de zigouilles au fond. J'ai récupéré tous les sucs. Voilà pourquoi ma crème est en train de changer de couleur aussi, puisqu'il y avait les sucs de la viande. Et là, il y a tous les arômes de la tomate séchée et de l'échalote. C'est une des sauces les plus simples au monde, hein. Là encore, je vous montre rien de supra compliqué. Alors, pendant que ça se fait, en fait, on met à mijoter. Et je vais faire un petit peu comme si on avait nos invités qui étaient arrivés. Il nous reste un petit quart d'heure. Je vais vous faire un petit coup des pâtes belle-mère. Ça, j'adore le faire. On met là, ici. Je vais récupérer, parce que là, j'en ai un petit peu partout. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez une plaque à induction? Vous mettez ici soit le petit verrou, la petite sécurité, soit vous allez faire comme moi, vous allez éteindre votre plaque, puisqu'après tout, j'avais enlevé tous les éléments. Si vous avez des éléments et que vous les nettoyez autour, vous mettez la sécurité. Pourquoi? Parce que quand vous passez le chiffon, vous venez un petit peu fausser, en passant sur les numéros, vous pouvez changer. Et là, regardez, en passant super rapidement, mon torchon était juste mouillé, à peine. Faites attention de ne pas vous brûler quand même, hein. Voilà, on passe dessus. Quand je dis que c'est pas de belle-mère, c'est que juste avant que votre belle-mère arrive, vous faites ça. Elle va vous dire, oh là là, dis donc, ma belle-fille, c'est magnifique, tu cuisines, c'est magnifique. Oui, tout, oui. Non, non, je suis plutôt assez ordonné dans la vie, hein. Voilà, tac, regardez. Et là, il y a juste à rallumer. Ça, on peut le faire sur des plaques à induction. Si vous êtes sur des vitrocéramiques à résistance ou à halogène, c'est différent parce que là, vous voyez, je peux mettre la main, je ne me brûle pas parce que l'induction ne travaille que sur son cercle à induction. Si vous êtes sur de la vitrocéramique radiant, c'est-à-dire quand vous voyez les résistances dessous, vous ne pourrez pas mettre les mains ici parce que là, c'est méga chaud. Vous aurez plus de mal à faire ça aussi puisque tout ce qui tombe sur la plaque a tendance à recuire. Voilà. Allez, c'est parti pour le dressage. On va faire ici deux façons. Je vous ai pris ici un petit bol. Voilà. Et ici, j'attends que ça bloblote un peu. On va faire la version... On a faim et on fait un grand bol. Voilà, ici. Je rappelle que là, j'avais mis les queues de persil. Je les ai moulinées. Le céleri branche aussi, je l'ai mouliné. Voilà. Toujours à partir du centre, hein, je vous avais montré, vous mettez... Si vous avez quelque chose... vous avez envie de quelque chose de plus velouté, eh bien vous mixez un peu plus. Vous pouvez aussi rajouter un peu plus d'eau, si vous voulez. Et si vous avez les fameux robots à 3000 balles, vous pouvez y aller, hein, vous aurez quelque chose aussi de beaucoup plus fin. Moi j'aime bien qu'il y ait de la texture, j'aime pas les choses qui sont trop lisses.
En cuisine comme dans la vie, hein, généralement. Voilà. Et ensuite, on va prendre une cuillère, voilà, et vos invités, vous venez leur proposer la petite Saint-Jacques par-dessus, qui normalement ne doit pas s'enfoncer parce que justement, mon potage a un petit peu de densité, donc il n'y aura pas de souci. Toujours pareil, on peut faire des petits rappels. Est-ce que je peux avoir un tout petit peu de persil, les filles, s'il vous plaît? Avec ouais, juste 2-3 feuilles, hein, c'est histoire de ciseler 2-3 petits bidules. Voilà, vous faites ici. Petit rappel de couleur, ça donne du goût. Ce qui est top aussi, c'est le cerfeuil hein, à mettre dans ce genre de préparation. Là aussi, je ne vous utilise pas des jeunes pousses, des petites choses comme ça, toujours compliqué à trouver. Et puis, en général, on met des jeunes pousses, on ne va pas savoir des jeunes pousses de poireaux ou autres. Ça donne des goûts différents. On se rend compte que finalement, on s'est trompé. Vous connaissez ma petite addiction à l'huile d'olive, mais du coup, ça fait briller la chapelure. Et si on avait voulu, on pourrait aussi récupérer... S'amuser aussi à mettre un petit peu de poudre de pain d'épices. Alors, il faudra avoir là, par contre, une poudre de pain d'épices un petit peu plus foncée. Hein. C'est-à-dire qu'on peut aller faire torréfier. Là, c'est plus pour le goût. Donc voilà pour là. Louise, je vais te mettre ça ici pour l'instant, si tu veux montrer aux filles qui sont derrière l'écran. Et puis ensuite, on va sortir les médaillons quasiment à la dernière minute. Je vous mets mes petits animaux fétiches parce qu'il y a plein de choses. Je ne vous ai pas parlé de mes Playmobil. Hein. Un jour, on parlera de mon addiction au Playmobil aussi. Je vous en ai pas parlé parce qu'aujourd'hui ils sont dans un box, en fait je les ai toujours pas récupérés, mais dès que je les récupère vous allez voir, normalement il y a des Playmobil partout dans l'atelier. Alors comment on fait? Ça s'est refroidi au réfrigérateur, donc petite astuce parce que là aussi ce que j'aime c'est que quand vous avez des invités, vous ne soyez pas en train de vous passer la rate au courbouillon et que vous soyez avec vos invités et que vous dites oh cool, tout va bien, voilà, je vais me faire un repas de rêve et puis tout le monde se dit non mais elle a dû embaucher un chef à domicile parce que c'est pas possible. Elle va nous la faire à l'envers. Non, en fait, vous avez tout préparé et vous êtes tranquille. Et vous allez voir qu'avec cette recette, vous êtes super tranquille. Je remets tous mes médaillons à l'intérieur. Voilà. On les a fait pré-cuire tout à l'heure. Ils ont refroidi, donc du coup, ils n'ont pas bougé. Et là, si je les découpe à l'intérieur, ils sont encore crus. Et là, en fait, il y a besoin de quoi? De 2-3 minutes de mijotage dans la crème pour qu'ils soient cuits. Et du coup, vous allez pouvoir servir à table un petit filet mignon rosé qui sera juste impeccable. La personne va vous croire. Voilà, on va dire que c'est pas possible qu'elle nous ait fait une cuisson impeccable, alors qu'en fait elle était tout le temps avec nous. Regardez là, il me reste un petit peu de persil. Je le rajoute dedans, peine se perd. Voilà, ici on fait, donc on reporte une petite ébullition, parce qu'évidemment il faut que ça cuise, et on va venir tout simplement... Alors, vous avez le choix, hein. Soit vous les retournez, soit souvent moi je les laisse sur un côté parce que je garde ce petit côté croustillant qui me plaît bien. Sinon après voilà, ça c'est vous qui faites comme bon vous semble. Je vais rajouter un tout petit peu de sel, même si je n'en avais pas mis beaucoup. Pourquoi? Parce que mes tomates séchées souvent elles sont déjà bien salées. Voilà, mais là du coup ça va donner un petit peu de peps à la recette. Voilà. Nathalie va nous sortir le tableau qu'elle va venir nous mettre sur la grille ici. Et moi, je vais vous montrer comment on va dresser tout ça. Alors, sans se brûler, je rappelle que quand, très attention les filles, quand vous ouvrez la porte du four, c'est... J'ouvre la porte et c'est pas j'ouvre la porte et je plonge dans le four. Bon, on peut le mettre ici, voilà, s'il te plaît. C'est j'ouvre la porte en m'écartant un petit peu. Parce qu'il y a toute la vapeur qui sort. Et après, on va plonger dans le four. Voilà. Ici, je vous ai pris un autre plat pour dresser. Regardez, il nous reste 10 minutes. Si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Puisque là, du coup, je suis en train de faire le dressage de la deuxième recette. Et puis, on aura, du coup, terminé. Même si on reste à votre disposition pour un peu plus tard.
C'est-à-dire, les filles ici, elles en peuvent plus. Je rappelle, il y a Louise derrière la caméra, il y a Johanna qui n'arrête pas de pianoter, qui parle avec vous sur le Facebook de l'événement, sur le Facebook de l'Institut Bergonnier. Et puis il y a Nathalie qui est ici à ma gauche, qui fait toutes les petites mains. Et je peux vous dire que ça, c'est précieux. Donc voilà, on va aller voir les légumes rôtis. Le petit tableau qu'on avait fait tout à l'heure. Comment on sait que c'est cuit? Eh bien, Louise, voilà, tu nous suis. Regarde, la carotte, voilà, on passe juste au travers. Si je vous prends une gousse d'ail, eh bien, ici, voilà, je passe au travers et la gousse d'ail, je vais vous montrer, à l'intérieur, elle est complètement confite. Nos petits choux de Bruxelles, regardez, pim, ça passe au travers. Pareil pour le navet, pareil pour le céleri. Je l'ai fait avec vous, hein. J'ai pas un four de compète, hein. J'ai un four de monsieur et madame tout le monde. Hein. Regardez le poireau, la pomme de terre, regardez, voilà, ça passe, tout passe au travers et je cherche l'échalote. Alors là, l'échalote, regardez, elle est même creuse à l'intérieur, tellement à l'intérieur, c'est devenu presque à l'étouffer. Voilà. Nos champignons de Paris aussi sont prêts. Alors là, normalement, vous servez ça à table, chacun vient se servir. On peut parsemer un petit peu de romarin, un petit peu de thym si on veut à la dernière minute, remettre un petit peu d'huile d'olive, pourquoi pas. Sinon, moi, je vais vous montrer, voilà comment je sers ça. On va se mettre ici. J'ai une question pour toi, chef. Oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place du filet mignon dans ce plat? Alors, ça peut être des médaillons de... Ça peut être du poulet, ça peut être des filets de poulet, mais dans ce cas-là, on va plutôt laisser entier. Ça peut être pour rester dans le porc et des choses peut-être moins chères. Il y a des côtes de porc dans les chines qui sont très bonnes. Il y a des petits morceaux plus ramassés qui sont le lomo, qui sont en tranches, mais le lomo, c'est le nom du filet mignon en Espagne. Après, je l'ai fait une fois cette recette avec j'avais des pavés de saumon qui étaient trop petits, donc j'en avais fait des cubes. Pareil, j'avais fait revenir un petit peu mon saumon et j'avais arrosé avec cette crème à la dernière minute. Voilà des idées, c'est des sauces qui peuvent très bien aller aussi avec des crevettes, avec des gambas, avec des petites pétoncles. Faites revenir quelques pétoncles et vous mettez ça dans la sauce échalote et tomates séchées. Et est-ce que tu trouves que le sel au piment d'Espelette se marie bien avec les médaillons? Le sel au piment d'Espelette? Ouais. Alors on peut, l'avantage du sel au piment d'Espelette, c'est qu'on fait coup double. On met et du sel et du piment d'Espelette en même temps. Moi je vous le dis à chaque fois, j'utilise pas beaucoup d'épices dites spicy, qui piquent. C'est-à-dire que j'utilise pas de poivre quasiment. C'est pas mon dada, mais effectivement le piment d'Espelette peut donner comme on dit en Espagne, une toque, une petite touche qui va relever l'ensemble. Qui ira très bien d'ailleurs avec la tomate séchée et l'échalote, sans problème. Qui c'est qui nous parle de sel au piment d'Espelette? C'est quelqu'un du Pays Basque? Alors c'est Marie-Jo, je sais pas si j'écorche pas le pseudo, hein. Faut me Marie-Jo si c'est pas ça. Qui vient de, je pense qu'elle me l'avait dit, je vais essayer de retrouver le commentaire. Bon, en tout cas, il y a plein de beaux pays. Il faut savoir qu'il y a aussi des très beaux, sels au piment avec des piments de... Je vais y arriver. Des piments du Périgord, pardon. Voilà. Mais le piment du Pays Basque, il est aussi, ma foi, très très bon. Voilà, un petit peu de crème. Et ensuite, à vous de choisir. Ici, je prends une autre cuillère. Et on va s'amuser ici à composer, à recomposer, voilà, un petit tableau. Vous allez pouvoir, là c'est le rutabaga. Et on a Marie-Jo qui nous confirme qu'elle vient de Sainte-Croix-du-Mont. D'accord. Voilà. Alors ça c'est plutôt chez nous, Sainte-Croix-du-Mont, voilà, effectivement. Parce que là c'est vrai que moi j'avais pas accès aux commentaires, donc merci pour ce petit rappel. Merci. Voilà, topinambour. Et après vous pouvez vous amuser à mettre, voilà, un petit peu partout. Là c'était la pomme de terre. Les petits Bruxelles, je vais en remettre un ou deux ici. Et on n'est pas en reste avec le navet. Et qui on n'a pas mis encore. Tac, il manque les petites gousses d'ail qui bien évidemment vont donner un peu de relief à l'ensemble. L'échalote, prenez l'habitude d'en faire au moins une par personne parce que après c'est un petit peu la guerre si vous avez oublié pour certains. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'elle fait déjà un plat assez généreux. Voilà les filles, ce que j'avais à vous offrir aujourd'hui. Donc du coup, le petit velouté au potage, parce que souvent on me dit c'est quoi la différence velouté, potage, soupe. Alors
On a gardé, vous voyez vraiment la texture. Alors là, on est sur une base de carottes, potimarron. On a mis un jus d'orange. Je vous rappelle que le jus d'orange, on le laisse réduire. On met l'eau après, le miel. On mixe la petite Saint-Jacques avec la chapelure de pain d'épices. Gardez l'idée pour Noël. Et puis à droite, donc du coup, enfin sur votre gauche à vous sûrement, les petits médaillons de filet rôti avec une sauce crème et échalote et tomates séchées. Et puis on a fait un petit tableau tout simplement de légumes rôtis. Tous les légumes rôtis qui poussent sous terre. Et puis ce que j'aime bien faire, vous voyez, j'avais préparé un petit pot et j'avais oublié de le mettre. C'est simplement, voilà, vous mettez un petit peu de sauce à côté et vous proposez à vos convives, voilà, d'avoir un petit peu de rab. Voilà. Je vous rappelle que vous avez les recettes sur l'onglet discussion de la page Facebook de l'Institut Bergonié. Je vous invite aussi à aller liker la page de l'Institut parce qu'il y a plein d'infos. Savoir que à l'Institut on se soigne, mais il y a aussi plein de gens qui travaillent à l'Institut pour amener du confort, tantôt dans les chambres, tantôt dans l'accompagnement. Voilà, il y a vraiment un travail formidable qui est fait pour vous accompagner le plus qu'on peut. Ces cours-là aussi sont là pour vous accompagner. Je remercie à nouveau la société Pomona. Ils sont à Tresse, ils sont aussi à Brienne, sous différentes entités qui s'appellent Passion Froid, Terre Azur. Voilà, c'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues. Et puis Saveur, voilà, c'est le groupe Pomona qui nous aide à financer ces ateliers. Je remercie Johanna qui travaille donc au service communication, qui était là derrière à l'Institut Bergonié. Merci Johanna. Merci Louise. Pour tout le travail que tu as fait d'aller filmer et de te balader dans la cuisine. Merci Nathalie, voilà, qui est en stage ici à l'atelier déjà depuis plus de 6 mois et qui nous accompagne pour apprendre la cuisine et faire les petites mains. J'ai pas la date du prochain, je sais pas, là je crois que c'est le 7 décembre. Alors 7 décembre, on me souffle, mais sinon... Mais il me semble que c'est le 7. Voilà, sinon sur les réseaux sociaux, on vous partage tout ça. Refaites les recettes à la maison. Si vous pouvez faire une petite photo de ce que vous avez fait, vous nous la postez sur le Facebook, vous nous l'envoyez. Je suis toujours friand de savoir ce que vous avez fait. Et voilà, je vous renouvelle encore une fois tout le plaisir que j'ai d'être avec vous pendant ces 2 petites heures. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Bye bye.